Salut à tous, le show nomade cette semaine, c'est une présentation d'Ecomail. Merci à Ecomail de soutenir ce podcast. Ecomail, c'est un service de messagerie en ligne qui, à l'inverse des géants du web, protège vos informations. Vous le savez peut-être pas, mais si vous avez une adresse email sur ces services gratuits, je ne vais pas citer, mais vous savez de quoi je parle, eh bien, il faut savoir que nos courriels sont scrutés, nos données sont enregistrées et nos emails sont scannés en fait pour vendre nos informations, analyser nos données et générer des revenus, ce qui pose une vraie question à la fois éthique et de sécurité. Ecomail, c'est un service 100% basé en France avec des serveurs tous en France et surtout qui respectent la confidentialité de ses utilisateurs. Donc un service 100% éthique, mais aussi éco-responsable, parce que le but d'Ecomail, c'est de reverser la moitié des revenus générés grâce aux abonnements pour des associations qui ont à cœur la protection de l'environnement, donc la conservation, la préservation d'écosystèmes, la sauvegarde de certaines espèces. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur ecomail.fr. Vous pouvez vous créer votre adresse gratuite pour 30 jours d'abonnement gratuit. Et ensuite, c'est 1 € par mois ou 12 € par an, dont la moitié sont reversés pour des associations. Je suis très heureux en fait d'avoir Ecomail qui supporte ce podcast et je vous encourage à aller voir ce service. Et vous pouvez m'envoyer un email aussi. Moi, j'ai une adresse Ecomail, c'est maviehenvan@commercial-ecomail.eco. Et d'ailleurs, vous pouvez m'envoyer vos soumissions pour le Festival Demo 2021 à cette adresse. Donc, merci à Ecomail de soutenir le show nomade et aussi d'être une entreprise qui a à cœur de proposer des alternatives positives. Bonne émission. Bienvenue dans le show nomade, on se retrouve chaque semaine pour un nouvel épisode. On parle évidemment de voyage, de vie en van, mais aussi de vie simple, de vie proche de la terre. Vous le savez maintenant si vous suivez toutes nos aventures ici. Je voulais vous demander, préfériez-vous avoir un épisode le lundi ou le mercredi? Parce que le vlog de ma vie en van, c'est les vendredis en général. Et le podcast, je les mettais les lundis, mais je voulais vous poser la question, quel jour de la semaine vous préféreriez avoir ce podcast en vidéo et en audio? D'ailleurs, tous les podcasts, si vous ne le savez pas, ils sont en avance sur Patreon. Vous pouvez accéder à tous ceux qui ont déjà été enregistrés au lieu d'attendre une semaine après l'autre. Aujourd'hui, mon invité est Pascal Pavie. C'est un aventurier français qui a fait pas mal de petites expéditions, mais aussi de grandes expéditions à travers la Sibérie, l'île de la Réunion, mais aussi la France. Il a traversé la France à pied avec sa chienne. Et on va parler de tous ces sujets-là, mais aussi de sujets un peu plus profonds, de sujets plus détaillés, et également de l'état de notre humanité. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé passer ce temps avec Pascal, et j'ai dû couper court à la fin, vous verrez, parce qu'on a passé 1h30, j'ai pas vu l'heure passer. Et je me suis dit que ce serait intéressant de peut-être faire un second épisode avec lui, si ça vous intéresse aussi, vous pouvez me dire dans les commentaires, parce qu'on a pas mal de thèmes en commun et qu'il y avait plein d'autres choses dont j'aurais aimé parler avec lui. Mais sans plus tarder, je vous demande d'accueillir mon invité cette semaine, Pascal Pavie, aventurier. Salut Pascal. Bon, et je suis désolé de ma voix là, j'étais à faune pendant 2 jours. Oh non. Ouais, je me suis dit c'est pas possible. C'est Pourquoi? quand Qu'est-ce même, qui ça est serait quand même arrivé? dommage. Hein? Bah rien, mais tu sais, en France là il fait un temps pourri, hein, et c'est-à-dire il fait pas froid du tout, il pleut tous les jours. Ouais. Donc mon fils qui est un Indien qui passe sa vie pieds nus à la maison, il a chopé un petit rhume, tu vois, et puis avec les câlins qu'il m'a fait, bah laisse tomber la fatigue faisant que je l'ai chopé direct, et puis j'étais à faune, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, dès que t'as quelque chose, ça peut être quelque chose. Les gens, ils pensent que c'est quelque chose d'autre, hein? Ah ouais. Ah non, mais ouais, ouais. Non, non, mais c'est un truc de malade. Et puis moi, si tu veux, en plus de l'aventure, je suis dans le commerce, Ah, parce que l'aventure, pas toutes les factures quand même. Et parler dans le commerce quasiment à faune avec le masque, ah, ah ouais, là là là, mais les gens, ils ont peur, hein. Les ouais. gens, ils ont peur. T'es dans quel coin en France? Donc, je suis en Deux-Sèvres. Alors attends, peut-être C'est je où suis à ça, ouais? 120 km à 120 km de la côte atlantique. Ok, Euh, Grande ville de Nantes, tu vois, pour te ok, donner un axe. ok, Nantes, ah, ok, ouais. Ah, je suis à 100 bornes de Nantes. Et c'est donc ta 100 base en km. fait, hein? Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je suis natif de Cholet dans le 49. Et puis, bah, j'ai migré, j'ai acheté un petit corps de ferme, bah, un peu comme toi. Tu vois, je pense qu'on a pas mal de points communs. C'est pour ça que j'aime bien regarder ta chaîne.
Ça fait des années que je cherchais un corps de ferme un peu au milieu de la nature, au milieu de nulle part, quoi. Et puis je l'ai trouvé ici à 3 francs 6 sous, donc on a trouvé notre petit coin de plaisir avec un espace bio autour de chez nous, Donc donc on est bien. vous faites pousser, t'as des animaux? Alors on a alors, je fais pousser. Moi je suis un gars de la ville, hein. Moi je suis né en cité, je suis né en quartier entouré de béton, donc je suis en phase d'apprentissage là depuis quelques années, on va dire, puisque c'est pas des valeurs enfin mes parents ne savaient pas faire non plus, hein, donc Mhm, ils ont pas pu me transmettre ce savoir-là que mon grand-père pourtant avait. Donc je réapprends là depuis quelques années le potager, donc je fais plein d'erreurs tous les ans mhm. et il y a des grandes déceptions comme il y a des grands bonheurs. Ouais. C'est- voilà, mais bon, je pense comme toi avec le woofing, je pense que tu apprends plein de choses Et c'est en enfin, je faisant, fais pas hein. de... J'ai l'impression Bah, quand tu t'as pas cette transmission, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'aime beaucoup aussi cette idée de transmission qu'on n'a pas nécessairement eue et que c'était nos grands-parents qui avaient le savoir et qu'aujourd'hui on doit tout réapprendre de nous-mêmes, mais à la fois, j'ai l'impression, comme tu dis, c'est en faisant par soi-même qu'on apprend de la meilleure manière, tu vois. ouais, parce que je pense que tu fais des erreurs aussi de débutant, clairement, et ces erreurs te poussent à la réflexion, à essayer de comprendre ce qui se passe. Et je crois que c'est encore mieux parce que finalement, ces erreurs-là, je les fais avec mes enfants. C'est-à-dire que moi, j'essaie de partager le max de trucs avec mes petits. Et ils me disent, mais pourquoi ça n'a pas marché? Je dis, attends, je sais pas, on va réfléchir. Et puis on trouve la solution. Et d'une année sur l'autre, là, ça fait 3 ans qu'on est installé. On règle nos problèmes de chaleur, voilà, avec les canicules qui commencent à tomber, même chez nous. On Ouais. essaye d'ajuster un peu tout ça. Et puis, après, on a des poules, des lapins, tu vois, des petites choses comme ça. Et donc tu balances en fait ta vie dans ta petite ferme avec certaines aventures et c'est pour ça qu'en fait je voulais te parler aujourd'hui et c'est de ça qu'on va parler en partie. Mais Ouais. c'est venu comment cette idée de faire des expéditions comme celles que tu as faites? Si tu pouvais nous dire ce que tu as fait un peu, parce qu'il y en a quelques-unes, je crois. Je dirais que les plus marquantes que j'ai fait, enfin celles qui m'ont le plus marqué moi, c'est ma traversée en solitaire de la Réunion, de l'île de la Réunion. Ça, c'était pour le côté montagne. J'ai fait la traversée, je sais pas si tu connais, c'est un GR, le GR R2, si je ne dis pas de bêtises, qui fait plus 10 000, moins 10 000. Et ces chiffres-là me plaisaient bien parce que je me suis dit, celui-là, si j'arrive à faire celui-ci, c'est que je peux en faire un paquet d'autres. Donc j'ai commencé par ça. C'était ta Et première puis longue c'est randonnée? Non, j'en ai fait pas mal d'autres en France. J'avais fait une partie des Pyrénées, du GR10 dans Mhm. les Pyrénées. J'avais fait une grosse partie du Massif central, qui est un endroit que j'adore. Les montagnes sont relativement basses, mais j'aime ce côté les grands espaces, la grande nature, où Ouais, tu vois de très loin, en comparaison des Pyrénées, où t'es en toujours forêt, entre ouais. deux montagnes. Ouais. Voilà, et tu vois un petit peu moins. J'aime bien aussi, mais je suis assez amoureux du Massif central, qui est en plus très sauvage, avec des grandes estives. C'est là que je me suis entraîné en chien de traîneau, par exemple, dans le Massif central. C'est là où j'avais mes potes mushers là, qui m'ont appris les bases du mushing. J'ai fait les Alpes aussi. Mais en solitaire, vraiment, ouais, la Réunion, ça a été ma grande première. Ça a été un peu mon baptême du feu, quoi. Après, j'ai fait un défi sportif pour des enfants, pour des associations, une asso locale. Là, je voulais pousser mon corps, voir un peu mes limites. J'ai fait un 124 km. Alors toi, tu dois connaître Noirmoutier, la presqu'île de Noirmoutier. Je Ouais, crois que tu ouais. avais filmé. Ouais, on était Voilà, passé, donc ouais. je suis parti de mon ancienne ville de Cholet jusqu'à Noirmoutier par le passage du Gois, où ça fait 124 km. Et en fait, le petit délire qu'on avait, c'était d'arriver avant la montée des eaux, quoi. Mhm, ouais. Donc, on avait timé mon défi. Si je dépassais les 24 heures, et ben, en fait, le défi était foutu. C'est-à-dire que je faisais 118 km et j'étais bloqué, quoi. Donc, c'était un peu le défi marrant. Donc, ça, c'est un défi que j'ai réussi et qui m'a appris sur moi-même, surtout. Parce que je suis pas marathonien. Donc, dire aux journaux que tu vas faire 124 bornes alors que tu n'as jamais fait un marathon de ta vie, c'est vrai que sur le papier, Mhm. les gens te prennent un peu pour un fou, quoi. Après, j'ai fait une expédition en Sibérie. Bon, ça, c'est l'expédition de ma vie pour l'instant, je pense. Je suis parti vraiment vivre avec les Sibériens dans les cabanes, rencontrer les gens, complètement un peu à l'improviste là. J'avais pas prévu grand-chose. La seule chose que j'avais prévu, c'était ma traversée du lac Baïkal, qui était un de mes plus grands rêves. Donc ça, j'avais prévu le truc parce que ça se fait pas comme ça et c'est quand même relativement dangereux. Donc je rejoignais des Russes, un Russe et un Bourriate le soir qui passaient avec une équipe de militaires.
Il y avait un Hollandais, enfin, c'était très rigolo, ça faisait melting pot, c'était très sympa. Au début, je devais pas camper avec eux, puis en fait, ils étaient tellement cool, on passait tellement des bons moments que je me suis dit, ah, non, ok, je traverse le Baïkal tout seul, mais c'est intéressant de rencontrer ces gens-là, de discuter avec eux, parce que c'est des gens que jamais j'aurais rencontrés de ma vie. C'était à quelle saison que Et, tu as fait ça? en plein hiver, je l'ai fait en février. Ok, ok. Je l'ai fait en février. Oui, pour que le lac soit gelé, ouais. Voilà, déjà, tu prennes pas de risque, exactement. Voilà. L'idée, c'était pas de le faire en canoë. Et surtout, je voulais me confronter vraiment à, parce que ma grande passion, c'est vraiment le milieu polaire, je dirais. Et je voulais me confronter réellement, voir si ma passion était juste une utopie ou si j'étais un peu taillé pour ce type d'environnement. Donc j'ai travaillé, j'ai collaboré un peu avec Nicolas Vanier, je pense que tu connais Mhm. de Ouais, nom. ouais. Il est sympathique, c'est lui qui m'a donné le virus de l'aventure, je pense, enfant et du Grand Nord. Et il a eu la gentillesse il y a quelques années de commencer à m'aider tout simplement par des échanges de mails et alors qu'il avait pas grand-chose à y gagner, même voire à y perdre un petit peu de son temps, mais il m'a donné de son temps et de son énergie et surtout de ses compétences. Donc c'est un peu grâce à lui que j'ai pu réussir mon expédition avec son équipe. Donc ça a été la plus grande révélation, je dirais, de ma vie, puisque moi, chaque voyage, c'est aussi un cheminement un peu intérieur, Mhm. peut-être même un peu spirituel, je sais pas, mais en tout cas, mon idée, c'est de revenir un peu meilleur, en tout cas, en ayant appris des choses et en ayant justement rencontré des gens qui finalement vivent avec mais vraiment très très peu. Bah, tu te rends compte que bah, finalement, moi, j'allais les voir en me disant, ah, les pauvres, ils ont quand même pas grand-chose. Et finalement, bah, le lendemain, quand je repartais, je me disais, mais en fait, c'est moi qui n'ai rien compris, quoi. Ah ouais. Mais ça répond Ils étaient... souvent quand tu es exposé à des choses comme ça, des peuples différents ou même des environnements différents. En général, ça répond très vite à la question quel est le sens de la vie? Parce que quand tu Ouais, es ah oui, plongé dans ces environnements-là ou avec des gens qui, eux, vivent avec cet environnement-là depuis toujours et tout le temps, mais t'as pas le temps de penser au sens de la vie parce que le sens de la vie, c'est vivre là où tu es, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, peut-être, nous, dans nos sociétés, on est super déconnectés. Et j'ai l'impression, parce que j'allais te poser la question, d'où ça vient cette fascination qu'on a pour, justement, Nicolas Vanier, c'est un peu un pionnier là-dedans, dans la vente du rêve et aussi toutes ces aventures qui ont été faites. Mais ça a vraiment vendu beaucoup de rêves à plein d'enfants, plein d'adultes. Et ce que tu ah bah disais, oui. c'était intéressant ce que tu disais plus tôt parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre ça comme un rêve, mais c'est le genre de rêve que tu sais que tu vas jamais faire. Et donc tu penses que tu es quelqu'un qui aime l'Arctique, tu sais que tu penses que tu es quelqu'un qui aime le milieu polaire, mais tu le sais pas. Donc toi, le pas, comment tu as fait en fait? Est-ce que c'était quoi les obstacles là, qui t'empêchaient de passer ce pas-là du rêve à l'aventure? Bah, il y a le pas déjà, parce que moi, depuis que je suis gamin, hein, quand on me demandait à l'école ce que je voulais faire, j'ai toujours dit que je voulais être aventurier. Et donc, bah, ça fait rire les gens, hein, Mhm. quand on m'a souvent dit arrête de rêver. Et ça m'a toujours. Au début, ça m'a fait de la peine, parce que je me suis dit, mais à quoi, pourquoi alors la vie, elle sert à quoi? Si dans la vie, tu peux pas réaliser tes rêves. Et moi, on m'a dit ça quand même, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. On me l'a dit toute ma jeunesse, C'est sauf mes fondateur, ouais. parents. Ah, ok. Ouais. Voilà, ah, ouais, ouais. Sauf mes parents qui, eux, m'ont toujours dit, bah, écoute, en tout cas, qui ne tente rien n'a rien, et si tu as envie, il faut foncer. Donc, bah, leur seul moyen qu'ils avaient, parce que bon, voilà, c'est vrai que j'étais pas né dans les montagnes, dans un milieu qui me permettait de pouvoir m'entraîner ou me tester un peu. Bah, c'était à l'époque à travers les livres de Nicolas Vanier, à travers ses reportages, à travers même Cousteau, parce que moi j'adore l'océan aussi. Et puis, moi, enfant, je me suis d'abord dit, écoute, Nicolas Vanier, il est français. Je me suis un peu comparé à lui, quoi. Il est français, il est comme toi, je sais pas d'où il sortait, mais je me suis dit finalement qu'il soit né en cité, qu'il soit né en campagne, ça change pas grand-chose. Il a deux bras, il a deux jambes, j'ai la chance d'être né en pleine possession de mes moyens. Et ben s'il l'a fait, il n'y a pas de raison que moi je puisse pas le faire. Donc c'est parti un peu comme ça et j'ai dit à ma mère, bah tu vois quand je serai grand, et ben je vais traverser le lac Baïkal. Et puis ce qui m'a gêné après, c'est tout simplement l'argent et puis la vie, le brouhaha de la vie, de l'école qui fait que bah, tu vieillis, tu grandis, on t'impose certaines choses et donc bah, tu rentres un peu dans le moule parce que bah, faut être quelqu'un de bien. Ouais, et tu perds ton Donc, temps aussi. Enfin, ton temps t'échappe en fait aussi parce qu'il y a une grande partie de ces aventures-là, depuis la conception jusqu'à l'exécution, c'est le temps qu'il faut. oui, et puis il faut des années. Hein, donc
un jour, j'ai décidé de commencer vraiment à me sortir un peu les doigts, voilà, et de me dire, bon, maintenant on arrête de rêver, on arrête de lire des livres. Tu commences à être un grand bonhomme. Maintenant, tu as la capacité de prendre un sac à dos. Et ben, tu prends ton sac à dos et puis tu y vas. Ouais. Donc, j'y suis allé. J'ai commencé par des trucs, mais tout petits, hein, les Pyrénées, le Massif central. J'ai morflé, hein, c'est le cas de le dire, hein. J'ai confronté aux éléments la première fois que je suis revenu des Pyrénées, mais je me suis senti, j'ai pris conscience qu'on était, mais comme ça, voilà. Mhm. Et ça m'a fait du bien. Et par contre, ça m'a réconforté. À l'époque, je faisais de la boxe. Donc, moi, j'avais le sentiment de D'être bien me fort, débrouiller. ouais. Voilà, d'être quelqu'un dans mon domaine. Et la nature, elle m'a mis KO, mais en 48 heures. Je me suis dit, OK, tu as trouvé ton maître. Et ça m'a remis les pendules à l'heure, mais tout de suite. Et du coup, j'y suis retourné, quoi. Moi, un mois et demi après, j'étais reparti dans les montagnes, tout seul, en me disant, bah, la première fois, j'étais avec un gars qui était super aguerri et qui, justement, connaissait mes aptitudes sportives. Mhm. Et qui, je pense, m'a emmené faire des choses que j'aurais pas dû faire à l'époque, que je maîtrisais pas du tout. Mais ça a été extrêmement fondateur parce que je me suis retrouvé à me doucher dans une eau qui descendait d'un glacier. On s'est pris des orages violents sans pouvoir se camoufler. Ça durait une semaine. Je peux te dire que quand je suis rentré chez moi, j'ai cru que j'avais, mais je me suis dit, mais j'aurais pu mourir 10 fois. Ouais. Et après, il y a eu deux manières de faire. C'est où tu arrêtes et tu dis, bon, c'est bon, je suis pas fait pour ça. Et en fait, dès le lendemain, une fois que j'avais pris une douche chaude, hein, finalement, je me suis dit, ah ouais, mais non, mais c'était trop bien, en fait. Mhm. En fait, c'était trop bien. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai eu un élément déclencheur dans ma vie où j'ai perdu ma maman. Je pense comme beaucoup de gens, et des fois, il y a des éléments déclencheurs. Je commençais déjà, moi, à faire des petits trucs pour des associations. J'avais écrit deux bouquins associatifs sur un défi en hiver que j'avais fait dans le Massif central et puis sur ma traversée des Pyrénées où j'avais déjà écrit un petit récit de voyage. Là, ça y est, j'étais piqué déjà par le syndrome de l'aventure et surtout de mon amour de la grande nature que j'ai depuis toujours. Et quand elle est partie, j'ai pris conscience que la vie était courte, quoi. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, on arrête les bêtises. Tu t'es perdu pendant des années à faire que de travailler. Mhm. Et qu'est-ce que tu as récolté? Bah, finalement, pas grand-chose parce qu'à part payer tes factures, bah, sur ton compte, en plus, t'as pas plus d'oseille que ça. Donc, finalement, ton temps, tu le perds. Tu perds beaucoup de temps pour toi. Ma femme m'ayant connu toujours comme ça, elle m'a dit, vas-y, fonce. Allez, lâche-toi. Lâche-toi, je te soutiens et je t'aiderai jusqu'au bout. Donc, tu vois, 4 mois après, j'étais parti à La Réunion. Euh, et puis, ça a été le début pour moi de l'aventure. C'est-à-dire que je me suis toujours, j'ai pris enfin conscience de ce qui me rendait heureux dans la Mhm. vie et de la vraie vie, c'est-à-dire t'as de la chance quand tu manges bien, t'as de la chance quand tu dors au sec, t'as de la chance quand t'as de l'eau à boire, et puis finalement, bah, tout ce qui est autour après est un petit peu futile, même s'il y a plein de choses qui sont quand même super cool. Bah, l'essentiel est quand même extrêmement basique. Ouais, mais toutes ces choses-là, on les oublie parce que c'est que dans la stimulation de ces aventures ou d'un certain mode de vie qu'on peut vraiment réaliser, comme tu disais, la douche chaude ou le repas chaud. Mais on peut s'en passer, mais il faut à la fois vivre des expériences un peu plus dures pour réaliser comment privilégié on est, parce que je pensais à ça quand tu as dit qu'il y a eu un élément déclencheur dans ta vie. Je me dis toujours que c'est quand même triste que pour la plupart des gens, pour tout le monde peut-être, il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive d'assez dramatique pour te Ouais. pousser à te réaliser en tant que personne ou à faire ce que la petite voix dans ta tête te dit, tu vois. Je pense que ouais, peut-être qu'il y a des moments faut enfin moi j'étais déjà persuadé si tu veux que ma vie j'ai eu souvent l'impression de peut-être pas être né à la bonne époque, tu vois. Moi j'aime Mhm. bien les feux de bois, j'aime bien quand je te vois, tu vois faire ta cheminée le matin pour ta tiny, ben voilà, mais ma vie elle se résume bien autour de ça aussi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que du coup j'ai souvent eu l'impression de pas être né ou à la bonne époque ou au bon endroit, je sais pas trop. Mais des fois, tu t'accommodes, ouais, un petit peu de Mhm. ça. Et c'est triste, en fait, de s'accommoder de ça. C'est triste de s'accommoder des gens qui te disent tu vas pas y arriver parce que t'es pas né au bon endroit, parce que C'est t'as pas pas fait pour des toi longues ça, tu sais. études. Ouais, ouais. Voilà, exactement. Mais c'est exactement ça. Ça, c'est pas pour toi. Toi, fais autre chose, quoi. Ton père, il a été Mhm. ouvrier, vous n'avez pas d'argent, c'est pas pour vous. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'aller beaucoup dans les écoles, beaucoup même dans les lycées et tout ça. Et c'est vraiment un kiff parce que même les écoles, je vois qu'elles commencent à changer parce qu'elles connaissent, Mhm. elles connaissent.
discours, ça va à l'avance, hein, ce que je vais dire. Hein. Sinon, si ils sont pas OK avec ce que je veux dire, bah, je viens pas. Hein. C'est aussi simple que ça. Et je vois bien aujourd'hui qu'il y a un problème scolaire qui fait qu'ils ont besoin de gens comme nous, finalement, pour aller leur expliquer qu'on peut Ouais. se réaliser en tant qu'adulte et que c'est pas parce que tu n'es pas bon à l'école ou parce que tu corresponds pas au moule exactement que tu vas pas pouvoir faire des grandes choses plus Mhm. tard et que tu vas pas pouvoir réaliser tes rêves. Moi, je commence toujours mon discours en disant, bon, bah, les gars, écoutez, moi, c'est pas compliqué, j'ai toujours eu 0 en dictée à l'école. OK? Bah, j'ai écrit 4 bouquins. Bon. Et aujourd'hui, j'y prends du plaisir et il y a quasiment plus de fautes dedans. Hein, OK? Donc, voilà, c'est-à-dire que si moi j'ai réussi ça, et ben, si toi t'es pas bon dans le sport, mais que tu as envie de t'épanouir quand même dans un truc, et ben, persévère et puis tu vas y arriver, quoi. Ouais, je parlais à Florian Gomet, tu connais, on a fait un podcast ensemble, c'est un gars qui parle beaucoup de nutrition, mais dans ses expéditions, en fait. Il a Oui, j'ai traversé... regardé. Ouais. Et il avait un point qui était super intéressant sur l'école, et à un moment, je disais un peu la même chose que tu disais là, puis il a dit quelque chose qui m'a marqué, c'est mais faut pas s'attendre plus de l'école, en fait. L'école, finalement, elle est pas faite pour ça. Ça a le nom école, enseignement, professeur, transmission. Ça a tout la façade d'un endroit où tu t'attendrais, où c'est l'école de la vie, tu vois. Tu t'attendrais que Ouais, c'est la là où vision, tu je vois apprends. bien. C'est ça, c'est pas l'endroit où tu vas te réaliser, où tu vas apprendre à avoir nécessairement confiance en toi, parce que c'est un peu c'est un peu le préambule à la société dans laquelle on vit, qui est une société que si tout le monde veut être aventurier, si tout le monde veut vivre simplement et tout ça, ben l'économie elle roule plus, tu vois, et c'est pas fait pour la plupart des gens. Mais de dire à des enfants euh, en tant qu'adulte qui ne s'est pas nécessairement réalisé, par exemple. Parce que souvent, les gens qui vont dire aux autres, tu peux pas faire ça, ou comme, ah, c'est bon, arrête sois sérieux un peu, sois pas fanfaron ou quoi, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement fait ce qu'ils voulaient dans la vie, ou alors ce dont tu leur parles, c'est quelque chose qui était leur plus grand rêve. Et donc, Voilà. Ouais. c'est pour ça qu'il y a beaucoup dans les gens qui se sont réalisés, c'est toujours eux qui vont te transmettre parce que eux, ils ont leur ego, il a pas à être rassuré parce qu'ils savent ce qu'ils sont, ils savent ce qu'ils ont fait dans leur vie. Mais malheureusement, dans la vie, ben, et on le voit, je trouve en ce moment avec tous les événements autour de nous, ben, beaucoup de gens, ils sont mal dans leur vie parce que justement, ils font pas ce qu'ils veulent ou ils ont pas fait ce qu'ils voulaient, mais ils vont le projeter sur Ouais. toi. C'est un constat qui est d'autant plus violent quand tu es confiné chez toi. Exact. Il y a des gens, moi j'ai eu l'impression qu'ils découvraient qu'ils avaient des enfants, qu'ils découvraient qu'ils avaient une maison qu'ils aimaient pas. Pour certains, hélas, une femme non plus qui leur plaisait pas. Enfin, ça fait beaucoup Ou quand un même. homme, Tu te dis, ouais. bah mince. Ou un homme, voilà, ou l'inverse, voilà. Ouais. Et te dire, bah mince, s'il faut attendre d'être 2 mois enfermé chez toi sans bouger pour te rendre compte que t'aimes pas ta vie, c'est quand même, je le dis en rigolant, mais c'est vrai que je trouve ça triste. Moi, à l'inverse, le fait de vivre en ferme, d'être parti, parce que, bah, à part les chevreuils, les chamois, les renards et puis les ragondins autour de chez moi, quand même, je suis assez tranquille, hein, niveau confinement, on était quand même plutôt tranquille et Ah bien. ouais, c'est un bon endroit pour faire ça. Voilà, là, tu peux être confiné. Enfin, en plus, le terme confinement n'a pas de grande valeur, puisque dès que tu es dans la nature, tu as la possibilité de te mouvoir, de bouger. Mhm. Donc, tu vis pas la même chose que quand tu es dans une ville enfermé dans un appartement les uns sur les autres. Nous, moi, si j'ai pu m'entraîner quand même tous les jours pour préparer mon nouveau voyage, comme si de rien n'était. À la seule nuance que j'étais pas avec mon pote avec qui je prépare mon expédition, parce qu'il était bloqué à 100 bornes de chez moi, quoi. Ouais, cet Mais événement, ça a vraiment... excuse, vas-y, ouais. non, non, vas-y. Ben, c'est juste que ce que Vas-y. tu dis, ça me fait penser à quel point ce qui s'est passé en 2020 et ce qui continue à se passer, ça met vraiment en abîme le clivage entre la vie urbaine et la vie hors des villes. Mais le vrai problème là-dedans, c'est que j'ai l'impression que en termes politiques ou comment les choses sont appliquées par rapport à la loi ou quoi, on fait pas cette distinction-là. Donc on applique les mêmes choses dans des villes surpeuplées à des endroits ruraux où y a pas vraiment, tu vois, Ouais. si tu es dans la forêt, t'as pas besoin vraiment de mettre un masque, mais on est tellement sans esprit critique dans cette société que on est limite à aujourd'hui devoir porter un masque quand tu vas faire une rando, tu vois. Ouais. Ouais. C'est- Et puis dans un micro-village ou dans un hameau, tu quand même pas les mêmes problèmes que dans une ville où tu as 150 000 habitants. Et encore, nous, en France, les villes sont pas si grandes que ça, mais c'est un constat d'autant plus vieux, important chez vous au Canada ou aux États-Unis. Il y a des règlements qui ont un peu ni queue ni tête. Et Mhm.
Moi, j'avais un règlement qui était tout bête. Moi, j'habite donc dans un département, je suis à la frontière du département, je vais travailler dans un autre département. Dans le département où j'allais travailler, ils avaient un couvre-feu de 20 heures, je crois. Enfin, pas une grande importance, mais le soir, ils pouvaient pas sortir de chez eux. Moi, quand je rentrais chez moi, je changeais de département. Moi, j'étais libre de faire ce que je voulais. Donc, moi, je pouvais faire. Alors, je faisais des lives Facebook avec les copains pour les chambrer un peu. J'allais m'entraîner à la frontale en nocturne, tu vois. J'allais voir les chevreuils et tout. En leur disant, bah, les gars, venez, ouais, tous ceux qui me disent chambrer en me disant, bah, qu'est-ce que tu fais dans ta ferme? Bah, les gars, vous avez tout compris, venez vivre chez moi maintenant. Et c'était rigolo parce que à vol d'oiseau, on est à 20 kilomètres. Ah, wow, ouais. Ah Non, ouais. mais c'est que, en fait, je pense que c'est parce que la plupart, tu vois, que tu peux toujours mettre ton chapeau de complotiste ou de bon citoyen, ça change rien au fait que il faut juste parfois se poser un peu plus de questions. Et pour revenir un peu à nos expéditions, ben, c'est peut-être je me demandais c'est quoi l'intérêt dans le dépassement de soi. Je voulais te poser la question. Est-ce qu'il y a parce qu'après, je crois que tu as fait une autre petite aventure avec ton chien, mais on va peut-être en parler après. Mais ouais, je voulais te demander, c'est quoi l'intérêt dans le dépassement de soi? Euh, et c'est une réponse qui est bateau, c'est une des seules que j'ai, c'est que je me sens vivant, quoi. Je me sens vivre à fond. Je me sens vivre vraiment à 100% de mes capacités. Je sens mon corps, je sens mon esprit, je sens surtout les deux l'un avec l'autre. Et puis, c'est bizarre parce que dans mes expéditions, souvent, j'avais une notion en plus de timing et un peu de rapidité, surtout dans ce que je vais t'expliquer après. Mais euh, non seulement je me sens vivant, c'est-à-dire que je me sens des fois même vivant dans le bon sens comme dans le mauvais, hein, dans le très dur à certains moments, mais tu as pleine conscience de ton corps. Et ça, c'est quelque chose qui est même addictif finalement, parce que tu apprends sur toi-même. Et puis à travers ces défis de l'extrême comme ça, et ben bizarrement, c'est bête, mais ça ralentit. Moi, j'ai le sentiment que je ralentis le temps, puisque je suis concentré qu'à une seule et même chose. Et que moi, je suis quelqu'un qui, dans la vie, déteste cette notion de travailler plus vite, encore mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'on est en train de dire en plus aux gars d'avant qui t'ont appris le métier, mais les gars, vous bossez pas bien, vous, parce que ça allait pas Mhm. assez vite, c'était pas assez bien. Ouais. Donc nous, on est capable de faire deux fois plus vite, deux fois mieux. Tu vois, cette notion-là, moi, me rend littéralement malade, en Mais fait. est-ce que Et c'est pas dans la moi, je... nature humaine, ça? Parce que j'ai l'impression, justement, tu as une ferme, tu travailles beaucoup avec la terre, et moi j'ai l'impression que chaque fois que je suis dans le jardin, ou que même avec des animaux, avec des poules ou quoi, il y a un petit endroit dans mon esprit qui essaie toujours d'optimiser, d'automatiser, d'aller le plus vite, Ouais, comme si ouais, il y avait autre chose. Alors qu'en fait, non, le but c'est d'être là au moment présent. Donc je sais pas si voilà. ça fait partie de nous, tu vois. Moi, je pense que non, je pense que c'est une valeur qu'on nous a inculquée, mais ça, on nous l'apprend à l'école. Tout est timé, tout le temps. Tout est timé tout le temps. Et forcément, ça, c'est ancré, c'est chez tes parents déjà, c'est ancré Mhm. chez tes parents. On time tout, même, enfin, moi, j'ai une vie de famille, j'ai deux enfants et une femme, donc pour un aventurier, j'ai une vie normale, quoi. C'est-à-dire que moi, le soir, je fais les devoirs avec mes enfants, je les emmène à l'école quand je suis là. Mais même ça, tout ce tempo-là est timé tout le temps. Et dès que tu sors hors de ce tempo-là, bah, tes enfants se couchent plus tard, ils sont un peu plus fatigués le matin. C'est-à-dire que même enfants, on les presse. Mhm. Donc, je pense que c'est assez compliqué de se déconditionner de ce truc-là. Donc, moi, j'ai trouvé la technique bah, par l'aventure, ou même si j'ai un timing qui est un coup près qui tombe, où j'ai un horaire obligatoire, bien souvent, je le fais sans montre. Je pars sans montre en me disant, je connais mon tempo, je connais mon corps, je sais que ça va passer. Et après, quand j'en ai vraiment marre, parce qu'il y a des moments, ça me pèse, c'est une situation, ce timing. Moi, je suis manager hein, dans un magasin de sport, Ok. donc j'ai une notion, voilà, c'est-à-dire que De j'ai des livraison, responsabilités, des responsabilités, ouais. voilà, j'ai des responsabilités avec un timing imposé, enfin voilà, côté de ça, que je dois respecter. Et quand je deviens un peu fou de tout ça, eh ben, je pose 2 semaines de vacances, de congé. Je préviens ma femme longtemps à l'avance là. Et puis je m'en vais dans une cabane sans eau, sans électricité, sans montre, sans téléphone, sans rien. Et puis je vais vivre 15 jours comme ça au rythme de la nature. Et ça me fait un bien de. Souvent je le fais l'hiver. Tu te J'aime recalibres. bien.
Ouais, exactement. Et là, la seule notion de timing que j'ai, c'est le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, le bruit du vent dans les arbres, et je me Mhm. conditionne là-dessus. Comme tu dis, voilà, j'ai l'impression, je remets ma pendule interne à l'heure, quoi. Quand Voilà. tu Et dis, puis ça me permet. quand tu dis que tu as un timing à respecter dans tes aventures, c'est le timing de l'aventure logistique ou c'est le timing des éléments parce que le lac il va plus être gelé ou ce genre de choses? Alors, bah, il y a les deux. Il y a les deux. C'est-à-dire que sur le Baïkal, j'y allais vraiment pour la notion de rencontre. Donc, j'avais pas de timing horaire. Le seul timing horaire que je m'étais fixé, c'était de faire attention le soir à pas poser le bivouac trop tard. Parce que il suffit que le blizzard, enfin là j'étais en danger de mort en fait, hein, tout Ouais. simplement. Donc bah là, l'environnement t'impose que tu t'adaptes à lui. Après, sur la grande traversée de la France que j'ai fait justement avec ma chienne, Apache, vu que je rentrais du lac Baïkal et que forcément les médias traditionnels, la télé, voilà, les médias standards, on va dire, s'attendent toujours à ce que ce soit, voilà, t'as fait une aventure comme ça, celle d'après elle est comme ça, celle d'après elle est comme ça. Exact. Ouais. Encore une fois, que ce soit toujours plus risqué ou je sais pas quoi, mais il faut que Mhm. il y ait toujours un truc en plus. Donc quand j'ai commencé à parler et à dire que je souhaitais traverser la France avec un de mes chiens, j'ai appelé un journaliste qui m'a servi un peu de testeur, on va dire, qui me suit depuis des années. Et puis il m'a dit, enfin, presque, il avait le sentiment que je partais en vacances. Donc je me suis dit, ok, bon, toi, t'as pas compris. Donc j'ai fini par lui dire en rigolant, mais non, je vais faire un marathon par jour pour traverser la France. Et là, il m'a dit, ah ouais, d'accord, là, t'es un grand malade. Donc ce jour-là, en fait, ça a été rayé d'une croix, c'était bouclé. J'ai dit, ok, bon, j'ai été obligé de me mettre ce timing-là pour interpeller l'opinion publique, parce que je marchais pour la lutte contre le cancer de l'enfant, et à aucun moment je faisais ça pour une balade avec ma chienne. Sinon, je l'aurais fait en off, sans médias, sans personne, juste avec mon chien et tout ça. Donc c'est devenu du coup une course contre la montre tous les jours, puisque le Mhm. soir, en fait, voilà, comme tu parlais de logistique, j'avais une équipe de 15 copains, on était une quinzaine de personnes, qui avançaient avec une caravane officielle, et le soir, on rencontrait les maires des communes, les habitants, on faisait, voilà, on essayait de faire un peu la fête avec eux. Même si moi j'étais un peu fatigué, je te cache pas que j'avais un peu de mal Donc tu as à. fait 42 kilomètres par jour? Ouais, même un peu plus parfois, parce que justement, étant donné que c'était une aventure en France, et que tout le monde me disait que ça allait moins me faire rêver, ils m'ont presque un peu sous-vendu mon propre projet. Après, je me disais, oh là là, mais j'espère que je vais pas m'ennuyer finalement. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un truc. Donc en fait, vu que mon truc à moi de base, c'est de voyager, mais de pas trop regarder les cartes avant, les trucs, j'aime bien découvrir vraiment sur place ce que je vais, à quelle sauce je vais être, voilà, je vais être mangé, quoi. Et je me suis dit, bah ok, bah, j'observe jamais rien. Je vais même pas partir du principe que je fais un marathon par jour. C'est, j'avance de 10 kilomètres en 10 kilomètres. Je me suis jamais dit que j'allais faire plus de 900, plus de 700 kilomètres ou que j'allais faire 17 marathons. 16 marathons, pour être précis. Je me suis dit, je fais 10 bornes, je fais une pause avec le chien, et puis je refais 10 bornes, je refais 10 bornes, et ça m'a emmené en fait au fur et à mesure, bah, marathon après marathon. Et puis, vu que par contre, j'observais jamais les cartes, j'avais l'équipe qui, elle, avait une carte, elle avait fait une carte. Moi, je leur avais dit que j'allais me coller à ça pour les rassurer, mais en fait, la veille avant de partir, j'ai envoyé un mail à tout le monde en leur disant, bon, maintenant que ça y est, c'est de façon officielle, vous pouvez plus revenir en arrière. Sachez que moi, je pars à l'aventure, je vous donne une application, vous me suivez sur l'application, même si je suis rendu à l'autre bout, et bah tant pis, vous viendrez me chercher, mais moi, je check pas du tout la carte, et on se débrouillera pour se retrouver, quoi. Donc, je fonctionnais comme ça, de 10 kilomètres en 10 kilomètres, et de village. C'est-à-dire, je savais même pas dans quel village j'allais traverser. Les 3 premiers jours, j'étais dans les montagnes du Haut-Jura, parce que je voulais absolument commencer dans un endroit naturel et qui me plaisait bien, et que je connaissais pas en plus comme Donc ça, tu as donc ça fait me mettait un d'est peu de en piment. ouest. C'est ça, j'ai fait d'est en ouest, ouais. Donc là, cette Ouais, ouais, parce que traversée-là, bah, le nord, ouais, traverser la France, le nord, ça prend 2 semaines donc, avec un marathon par jour. ouais. Après, si tu veux le faire quand même d'une façon raisonnable, et que tu veux rencontrer les gens sans avoir une notion comme ça un peu folle, je dirais il faudrait l'équivalent d'une trentaine de jours pour vivre l'aventure sereinement, prendre le temps le soir de discuter avec les gens,
de t'arrêter peut-être. C'est ce qui m'a manqué un peu dans cette aventure, c'est de m'arrêter. Je l'ai fait occasionnellement, mais alors après, j'étais obligé d'aller 2 fois plus vite, de rencontrer des gens, de m'arrêter, de discuter avec eux, parce que c'est l'essence même un peu de ce que j'aime faire. Et à chaque fois que je l'ai fait, je le payais parce que j'étais obligé du coup de courir un peu plus vite ou de marcher un peu plus vite avec le chien. Parce que le soir, bah, j'avais des gens qui m'attendaient et je voulais pas les décevoir, quoi. Je voulais pas arriver trop en retard ou trop fatigué. Donc c'était un peu compliqué à gérer, surtout qu'encore une fois, bah, je te dis, je suis pas marathonien. 42 km à courir sur du bitume, j'ai beaucoup de respect, j'ai plein de copains qui le font. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me plaît de base. Par contre, faire 42 km ou voire même 60-70 km dans la nature, ouais, parce que j'ai le paysage va me récompenser en permanence. Donc, j'ai un intérêt à le réaliser, quoi. Donc les routes que tu as prises là, c'était surtout des routes cantonales, départementales. Ouais, j'essayais de. En fait, je prenais mon pif, quoi. C'est-à-dire, je prenais vraiment les routes qui me plaisaient le plus, voire même les sentiers, des chemins en terre. Je me suis du coup constamment perdu, hein, on va Ouais. pas se le cacher, hein. Ah, tu suivais le Parce que soleil. ouais, c'est un peu ça, quoi. L'équipe, elle m'appelait tout le temps en me disant, mais Pascal, mais t'es rendu où? Mais t'es complètement perdu, t'es à l'opposé d'où tu dois aller. Mais je disais, dans un village là, super sympa, j'ai rencontré un petit papy, c'est génial, on est en train de discuter. Puis je leur disais, je suis pas perdu, je sais pas vraiment où je vais. Donc, vu que je sais pas vraiment où je vais, je suis pas vraiment perdu. Donc ça s'est fait comme ça, mais le premier jour, j'ai quand même fait presque 50 km à jouer un peu le malin comme ça. 50 km en plus avec du dénivelé, parce que pour le coup, j'étais dans le Haut-Jura là. Et là, le soir, c'était un peu l'euphorie de la première journée avec la chienne. Et en fait, j'ai fait une petite bêtise alimentaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je sortais mes petites barres de céréales pour me mettre un peu la pêche, bah, j'en donnais la moitié à la chienne qui adore les barres que je mange. Et en fait, je me suis pas rendu compte, elle a mangé 2 fois plus et moi j'ai mangé 2 fois moins. Mhm. C'est-à-dire qu'après, elle a mangé sa ration de croquettes et tout, donc elle a été au taquet. Et moi, finalement, bah, j'ai pas mangé assez. Et faut dire qu'après 50 km et du dénivelé le soir, dès que l'euphorie est retombée, et ben, j'ai fait une belle hypoglycémie là. J'ai mis 2 jours à m'en remettre. Ah ouais. Les 2 marathons après ont été hyper compliqués. Alors, je suis reparti le lendemain hein, quand même, hein, mais j'ai mis 2 jours à être capable de reprendre un niveau physique correct. Et le soir, j'arrivais à la caravane le deuxième jour, là, le deuxième marathon, je zigzaguais comme ça. Là, ah là 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 là. Et ta Ça chienne, va être elle te dur. suivait. C'est pour ça peut-être qu'il y avait tes amis avec toi. Parce que j'imagine ta chienne, elle a pas fait un marathon tous les jours. Alors, tu as tout compris, hein. C'est pour ça que j'ai monté une équipe de base, parce qu'à la base, je partais pour le faire tout seul. Apache, c'est une chienne que j'ai entraînée. En fait, elle s'est entraînée en même temps que moi, hein. C'est une chienne que j'ai à la maison. Je l'ai entraînée pendant 1 an et demi avec une équipe vétérinaire qui a gentiment accepté de la suivre. Donc, tous les mois, en fait, je faisais un check-up avec la chienne. Elle a quel âge? C'est-à-dire alors là, maintenant, elle a 6 ans maintenant. Donc, elle est en pleine capacité, tu vois. Elle avait 3 ans et demi, 4 ans, là, c'était top pour elle. Donc, on s'est entraîné comme ça pendant 1 an et demi. Moi, j'ai été, tu vois, une fois chez l'ostéo, histoire de dire que j'avais fait un check-up. Elle avait un check-up tous les mois. Mais un chien qui est bien entraîné, je m'attendais, si tu veux, à ce que des gens ne comprennent pas, en fait, que je fasse du sport avec un chien. Nicolas Vanier était le parrain de l'aventure et je savais qu'il avait vécu des choses similaires par rapport à ses chiens. Et que c'est le genre de choses qui montent crescendo. En plus, ça part dans tous les sens. Tu veux dire On dans la connaît la vision, force. dans l'opinion Ouais, publique, disons, des gens, oh, l'opinion publique. il a bu. Ouais, l'abus de l'animal. Le chien, il t'a pas demandé son avis. Tu lui as pas demandé son Ouais. avis. Mais si, parce qu'un chien qui veut pas avancer, il avance pas. Il a pas. C'est drôle Mais ça, c'est aujourd'hui, souvent. hein. C'est drôle aujourd'hui de qu'on est tellement attentionné et qu'on veut tellement avoir de belles valeurs qu'il y a certaines personnes qui adoptent ces valeurs qui vont parfois causer du tort et être complètement à côté de la plaque, tu vois, en voulant. Pourtant, ça part d'une bonne intention. C'est ça, C'est cette. ça part d'un bon sentiment, mais c'est des gens qui peut-être non. Je pense que c'est des gens qui souvent, ou ils n'ont pas de chien Ouais. du tout, c'est-à-dire que bah, ils n'ont pas vraiment de point de comparaison, ou alors ils ont peut-être tu sais, un petit pincher nain, un petit Yorkshire. Ouais. Alors oui, il y a des chiens qui sont pas faits pour ça. Moi, c'est un border collie, je l'ai pas sélectionné que pour ça, parce que j'avais déjà d'autres chiens avec qui potentiellement j'aurais pu le faire. Mais étant donné que j'aime bien faire bouger beaucoup avec mes chiens, j'essaye de prendre des chiens qui vont apprécier mon mode de vie, quoi. Et Apache, elle a pris le pas sur tous les autres chiens que j'avais à l'époque, puisqu'elle est toute petite, elle courait dans tous les sens.
Donc elle s'est entraînée pendant 1 an et demi et en fait, elle était apte à faire plus de 120 km en moins de 2 jours. Donc Waouh! elle était en fait bien plus, Shit! bien meilleure que moi, clairement bien. C'est-à-dire que c'est moi qui galérais derrière elle en fait, hein, clairement, hein. Donc, mais je me suis dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça reste ma chienne et elle fait partie de ma famille, hein, Ouais. clairement, Apache. Donc, à aucun moment j'avais envie. Donc, j'étais parti avec un pactage, tu vois. J'avais 9 kilos, 8-9 kilos sur le dos. J'avais au moins 2 kilos. C'était juste une pharmacie pour le chien. Déjà, histoire de pouvoir pallier à toutes les problématiques si elle se faisait attaquer par un autre chien. Mhm. Et je me suis dit, on sait jamais s'il y a un problème ou si juste un jour elle est fatiguée, elle retourne avec l'équipe. Ouais. Donc j'ai monté une équipe autour de ça et je me suis dit, à partir du moment où j'ai une équipe, ils vont m'attendre. Donc on peut peut-être monter des rencontres avec les mairies, les communes. C'est un moyen d'aller à la rencontre des gens, de pouvoir leur expliquer vraiment ce qu'on fait. Donc c'est là que s'est structuré un peu l'aventure. Et puis j'ai appelé mes copains marathoniens, j'ai appelé tous mes potes avec qui je faisais du bénévolat déjà associatif. Et puis ils ont signé tout de suite, quoi. Quand je leur ai dit que je voulais faire ça pour la lutte contre le cancer de l'enfant, bon bah, enfin là, hélas, tu ne peux être que d'accord avec ce genre de De cause. Et projet, puis ouais. ça nous a tous boostés. Et le chien, après, il y a eu une petite mésaventure assez rapide. La vétérinaire m'avait un peu alerté, m'avait dit, Pascal, fais attention que ta chienne, elle est pas ses chaleurs. Je lui ai dit, oh, non, t'inquiète pas, elle les a qu'au mois d'octobre. Donc là, on est large, quoi. Je faisais ça au mois de juillet. Elle me dit, ah ouais, mais tu sais, les chiens, des fois, quand tu les changes vraiment L'environnement, ouais. d'environnement, ça peut lui déclencher. Alors, je l'avais écouté, mais bon, je m'étais dit, ah non, il n'y a pas de raison, ça va le faire. Et puis, je crois que c'est au bout du 5e ou 6e jour, mon frangin, je l'avais vu fatigué, donc la chienne, en fait, je l'avais mis au repos. Au bout de 30 km, j'ai appelé l'équipe et puis ils sont venus la récupérer. Et puis le soir même, mon frangin, qui à la base a très peur des chiens, mais qui du coup, bah, au moins n'a plus peur de ma chienne déjà, ils se sont vachement rapprochés, c'est super rigolo. Et il vient me voir en panique en me disant, oh là là, ta chienne, il me le dit à la fin de la conférence quand même, pour pas me faire peur, ta chienne, elle saigne et tout, il faut que tu ailles la voir. Et moi, j'ai compris tout de suite là. Je dis, oh, ok, Mhm. bon, alors attends, je reviens. Donc j'y vais à la frontale et puis bon, je rassure l'équipe en disant, vous inquiétez pas, elle est en pleine forme, mais elle a ses chaleurs et là, je comprends tout de suite que ça va être plus compliqué que prévu et qu'il est hors de question, de toute façon, Apache, c'est la mascotte finalement de cette aventure. Le barbu qui était derrière le chien avait l'obligation de réaliser le marathon, mais par contre, le barbu était vachement moins intéressant que le chien. Donc c'est pas grave si le chien faisait. Le chien, il avait juste à faire la belle, tu vois, le Ouais. soir des conférences, à faire des chouilles aux enfants. Et puis on avait réussi notre pari et notre belle aventure, quoi. Donc après, bah, elle partait avec moi et dès que je la connais par cœur, quoi. C'est vraiment un binôme et dès que je la sentais un petit peu fatiguée, de toute façon, elle me regardait et j'avais compris tout de suite. Donc j'appelais l'équipe, mais elle n'aurait pas eu honnêtement son problème de chaleur. Après, même avec les chaleurs, elle aurait pu quasiment tous les faire, mais après, c'était j'avais pas envie, quoi. J'avais pas Ouais, envie parce parce que ça, que un chien, parce que pour les gens qui savent pas, quand une chienne est en chaleur, c'est beaucoup de fatigue et ils sont dans un état assez, un peu léthargique presque parfois. Et on parlait plutôt certaines personnes et en fait, encore une fois, ça vient d'une bonne intention, mais les gens vont dire, oh, tel animal, il doit pas faire ça, ou moi, mon chat, il reste à la maison et tout ça. En fait, on oublie que l'humain a eu un impact sur les animaux sauvages et les a rendus animaux domestiques, mais pour un but, pour un objectif, c'est tous les animaux travaillaient comme les humains en fait. C'est ah oui, qu'aujourd'hui où en fait, on transfère notre oisiveté aux animaux, même si c'est beau d'avoir une vie tranquille et tout ça, mais un chien qui va pas bouger, c'est un chien qui va peut-être être agressif ou que si tu l'empêches d'explorer ou quoi, c'est souvent ça les problèmes avec les animaux. c'est souvent un animal qui va justement te faire plein de bêtises en fait chez toi. Il va te bouffer ton canapé, il va t'arracher des pans de tapisserie, il va faire des trucs de dingue. Mais parce qu'il tient fou. Un animal, il est surtout, enfin moi je peux parler surtout des chiens parce qu'après je suis pas un expert dans tous les animaux, mais en tout cas les chiens j'en ai quand même beaucoup. Puis je côtoie des gens comme Vanier pourrait t'en parler très longtemps aussi. Un chien c'est un chien, c'est pas un humain. Le chien il a des aptitudes particulières selon en plus la race que tu vas sélectionner.
Moi, j'aime encore plus les chiens un peu mélangés. Tu vois, mon border collie, il a dû croiser Labrador, c'est ce qui fait que je pense que c'est un super chasseur, plus qu'un. Le border collie, c'est le chien, pour ceux qui connaissent pas, qui ramène les troupeaux dans les alpages, qui est noir et blanc avec un long pelage. Moi, le mien, il est croisé avec le Labrador, donc en plus, il a plus pris du côté chasseur pour le coup. Et en fait, il est pas heureux quand il reste statique. Enfin, c'est un chien qui vit même pas à la maison, quoi. C'est-à-dire que quand il rentre à la maison, il est là 3 minutes, il Ouais, se met à la porte. Tout de suite, non, mais c'est bon, ça y est, ça m'intéresse pas ton truc, quoi. C'est ta vie à toi, moi, ma vie, elle est dehors. ouais. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un animal domestique, c'est lui offrir aussi cette sorte d'indépendance, parce qu'il y a trop de chiens qui sont dépendants de leur maître. Et être dépendant de leur maître, ça veut pas nécessairement être indépendant, ça veut pas nécessairement dire ne pas l'aimer ou ne pas, tu vois, ne pas s'en occuper, mais le, c'est vraiment leur offrir une sorte de liberté parce que j'ai vu beaucoup de chiens qui étaient dépendants et qui finalement étaient un peu tristes ou pas complètement libres d'être ce qu'ils étaient parce que tu leur fais pas un cadeau parfois en voulant les protéger, tu vois, un peu comme les enfants, c'est très Il a- similaire. moi, je suis persuadé que la dépression animale, elle existe, quoi. Tu vois bien Mhm. des animaux malheureux. Alors souvent, c'est de la méconnaissance aussi. Les gens, des fois, sont pas toujours conscients de mal faire les choses. Mais c'est vrai et c'est pas parce qu'un chien vit dehors. Alors, quand il vit dehors, moi, les miens, ils sont pas sous la pluie, hein. J'ai carrément une maison en pierre pour eux avec de la paille dedans. Ils ont carrément leur studio. Mais ça veut pas dire qu'on les aime moins ou qu'on les aime plus. C'est juste que bah, c'est comme ça qu'eux, ils aiment être. J'ai pas des chiens d'appartement. C'est des grosses races de chiens rustiques. Et ils préfèrent ça à être sur un canapé. Maintenant, on peut avoir un husky de Sibérie. Et en France, tu sais que l'endroit où il y a le plus de husky de Sibérie, c'est en Île-de-France. C'est un paradoxe, hein. Ils Ouais, sont pas dans les montagnes. Ouais, non, ils sont en Île-de-France. Donc ça veut dire qu'ils sont dans des logements plutôt pas forcément qui leur correspondent. Ça veut pas dire qu'ils sont tous malheureux, hein, loin de là, exact. mais Ouais. c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. C'est le syndrome du lama. Tu vois les autres qui ont un lama dans les années 80. Je pense que c'était une histoire de blanchiment d'argent, de la drogue aussi, mais il y a cette histoire du lama que il y a un gars qui a eu un lama, puis après dans plein de régions agricoles en Amérique du Nord, tout le monde voulait un lama. Et donc le husky c'est un peu la même chose. C'est souvent les gens ils vont voir un film sur les loups, sur le Grand Nord, sur les chiens de traîneau, et ils vont prendre un Malamute ou un husky parce que c'est un peu comme Ouais, un ouais. caprice un peu. Après ça, comme tu dis, ça veut pas dire qu'ils seront malheureux ou que c'est pas correct de faire ça, mais c'est juste toujours assez drôle de voir cette déconnexion que la plupart ont avec ceux qui le veulent en fait, hein, surtout quand ça Ouais, implique la vie animale d'autrui. ça donne une responsabilité, quoi. C'est pour Mhm. ça aussi qu'il faut faire attention. Maintenant, quand on voyage, moi j'ai eu la chance de faire du chien de traîneau justement sur le lac Baïkal. Je voulais en fait, enfin j'espérais, parce que c'est pareil, c'était pas prévu. J'espérais faire le sud du lac en chien de traîneau, mais je connaissais personne, sachant que je parle pas russe, je lis pas le russe. Bon, je partais avec -10 un peu quand même de. Voilà, c'était compliqué, mais à force de déambuler dans les villages, quasiment au bout de ma vie désespéré, je me dis bon bah je vais retourner au bord du lac, je vais m'acheter une bière et puis je vais noyer ma tristesse. Et au moment où j'abandonne le truc, le musher il passe comme ça sur la glace sur le lac Ouais, devant moi comme le ça. musher, c'est ceux qui conduisent les chiens de C'est traîneau. ceux Hein. qui conduisent la. Voilà, c'est celui qui est sur le traîneau et puis qui donne les petits ordres à la meute qui avance devant, Mm. quoi. Et donc, je lui ai couru après comme un malade, quoi. Donc, il a eu peut-être un peu peur d'ailleurs au début, je crois bien. Et ça finit par 2 bouteilles de vodka et 50 balles, hein, pour, Et pour comment qu'il t'as accepte. expliqué ça? C'est avec les signes, avec les mains, je veux ça? Ou Euh, comment? alors, je lui ai parlé franglais, parce qu'en plus, mon anglais est pas bon non plus, tu vois. Donc, là, je m'entraîne. Je suis en train de m'entraîner grave là-dessus, parce que je me dis qu'en Laponie, ça va être compliqué. Donc là, je suis en plein travail sur moi là-dessus. Mais ouais, moi je lui ai montré les chiens, hein. Je lui ai fait comprendre que je souhaitais en fait monter sur le truc. Il m'a dit non. Je lui ai dit bah, je lui ai fait comprendre que je comprenais, c'était ses chiens et j'étais un inconnu, donc sa réaction était logique. Et il y a une femme qui est passée en fait, qui parlait bien anglais. Donc là, j'ai réussi à c'était presque un speech que j'avais appris par cœur, quoi. Parce que je me suis dit
il me faut cette opportunité-là. Donc j'avais appris, tu vois, à essayer de présenter un peu le truc. Et en fait, le gars m'a dit non. Par contre, il m'a payé un verre de vodka et qu'il avait en fait dans le traîneau. Alors ça, c'est propre aux Russes, c'est génial. Ça. Enfin, c'est génial. Bon, moi, je fais 1m65, 60 kilos, tu vois bien, 3 litres de vodka, c'est pas possible. Mais je me suis dit, on va boire, déjà, on boit ensemble. Ça veut dire qu'il accepte la discussion. Mhm. Et puis, en fait, je lui ai parlé de Nicolas Vanier, qui est considéré quand même là-bas comme, pas comme un dieu, mais voilà, comme un Ah ouais, ok. aventurier, le number one français de l'aventure. Il est beaucoup connu en Sibérie. Ok. Il a traversé, lui, là, il a fait toute la Sibérie en chien de traîneau. Donc, les mushers, surtout les mushers là-bas, l'adorent, quoi. Donc là, je pense qu'il a pris confiance à ce moment-là. Et en fait, il m'a fait monter sur le traîneau en me disant, il m'a fait comprendre que c'était ses meilleurs chiens. Qui m'a d'un air de dire, si tu tiens sur le traîneau, ok, c'est que tu es un bon gars et que tu sais conduire un attelage, quoi. Donc il m'a balancé sur la glace. J'avais jamais conduit un attelage sur de la glace, vraiment de la glace, voilà, mais comme une patinoire, quoi. Donc j'ai fait 500 mètres, j'ai fait une boucle et je suis revenu et il m'a regardé, il m'a fait ça, il m'a dit good job, ok, ok. Et l'après-midi même, il est venu avec une motoneige, un caméraman. Ça m'a coûté 70 euros. Autant te dire, c'est un truc de fou. Enfin, là-bas, ils étaient super contents de participer à voilà, à ma petite aventure. Et puis du coup, j'ai pu faire une partie du sud comme ça en chien. Et c'était un moment pour moi. Bah, clairement, c'est un de mon top 3 de ma vie, ça, je Mhm. pense. Hein. Ouais. Ça va rester dans ma tête pendant longtemps. Hein. Ça a été un rêve réalisé, quoi. Ouais, et Donc un surtout, grand c'est bonheur. que c'est arrivé pas en passant par une agence de voyage, parce que c'est ça où aujourd'hui, j'ai l'impression on parle beaucoup de sujets comme ça, ou que c'est moi qui amène cette énergie-là, mais avec la facilité, enfin, l'ancienne facilité, ça c'est bientôt antique, de pouvoir voyager si facilement, pouvoir faire du chien de traîneau n'importe où, faire du cheval n'importe où, quoi. Tout est organisé, tout est pris en charge pour toi. On a peut-être oublié la partie la plus importante là-dedans, qui est de faire soi-même son propre voyage. La vraie émancipation du voyage, c'est soi-même organiser, trouver... là, j'ai fait un podcast il y a quelques semaines avec des gens qui voyagent à chevaux sur la route de la soie. C'est trouver ses animaux, ou trouver son voyage, et pas juste cliquer et s'enregistrer. Et c'est trop facile, Ça en donne fait. l'essence ça donne l'essence au voyage, ça donne le goût. Mais c'est ça le goût de l'aventure, hein, finalement. Hein. Le goût de l'aventure, c'est ça. Parce que je crois que c'est vrai qu'en effet, tu peux cliquer facilement et tu as accès à beaucoup de choses. Et ça enlève une certaine valeur des choses, moi, je trouve. Mhm. C'est vrai que le faire soi-même, j'ai vu que toi, ton premier livre, tu l'avais aussi auto-édité. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, c'est ça au début. Mhm. Ton livre, tu Ouais. l'as auto-édité. Mais quelle valeur ça donne. Enfin, mais quand tu tiens ton livre dans les mains, quand tu n'as pas tout fait pour toi et que tu as, à l'inverse, tout fait toi-même et que tu as galéré comme jamais, ou un mec te l'aurait fait peut-être en 3 semaines, toi, tu as mis 1 an, 6 mois, enfin, t'as mis ton cœur et tes tripes dedans, et ben quand tu le sors, mais quelle fierté et quelle joie. Ouais. Et ça donne de la valeur aux choses, même si peut-être, je sais pas, moi mes premiers récits de voyage, peut-être ils auraient été 10 fois mieux faits par un éditeur, j'en sais rien. Mhm. Toi Redire, aussi, t'étais auto-édité pour les premiers ouais, mais, récits. mais tous mes livres, même La Ok. Grande Traversée, le dernier, à la nuance près que j'ai été chercher des partenaires financiers Ouais, bien pour sûr. pouvoir l'éditer, parce que ça coûte quand même de l'argent de le faire Et hein, du quand tu veux temps. l'éditer Ouais. encore plus Ouais. temps, ouais. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être suivi par des partenaires Ah, c'est et bien ça me ça. permet de pouvoir justement continuer à développer mon activité de façon professionnelle, quoi. Mhm. Ouais, parce que ça Et donne une fausse impression. Parfois, les gens, ils vont, j'ai l'impression, surtout les francophones, c'est peut-être parce que je parle pas d'autres langues, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, parce que c'est, ah ben, il peut faire ça parce qu'il y a l'argent, tu vois. Alors que les gens, souvent, ils vont se créer une sorte d'excuse pourquoi ils le font pas, en mettant l'argent comme c'est la seule raison pourquoi cette personne peut faire ce qu'elle fait. Mais il y a un vrai, il y a quelque chose dont on parle très peu souvent, c'est que d'être libre financièrement, c'est vrai par contre que ça t'achète la liberté de faire plus et de pousser plus. Mais de l'autre côté, d'avoir des contraintes, c'est ça qui va te faire te creuser les méninges pour
faire l'aventure. L'aventure, c'est vraiment ça. C'est vraiment quand tu es sans le sou et que tu vas découvrir des Ah oui, systèmes D et tout. Mais il y a un vrai équilibre L'aventure, là-dedans parce que, ouais. l'aventure, elle commence quand tu as le projet qui naît sur le papier, hein. Parce que moi, j'ai pas honte de le dire. J'ai créé mon association en 2010 pour commencer justement à voyager, puis à essayer d'en faire quelque chose de bien et de positif, quoi. J'ai toujours voulu, moi, avoir ces défis solidaires. Je ne pas voyager juste pour moi, ou alors sinon je le fais sans rien dire à personne. Mais à partir du moment où j'essaye de faire quelque chose d'un peu fou, je veux pas le faire juste pour le plaisir d'être capable de l'avoir fait. Sinon, je sais que ça va pas m'intéresser au final. Ouais. Et il faut Donc aussi là, ajouter quelque chose. Il y a quelque chose de beau aussi dans le. C'est un peu comme donner un sens au voyage. Voyager pour voyager, c'est très individualiste et c'est très bien aussi. Mais comme tu dis, c'est vrai que ça ajoute un sens beaucoup de le faire aussi pour quelque chose d'autre. Et toi, tu fais surtout. Tu parlais du cancer de l'enfant, c'est axé sur ça, ton association et ta marche de la France pour revenir là-dessus. alors ouais, la grande traversée, ouais, c'était pour la lutte contre le cancer de l'enfant. Ouais. On a fait une cagnotte après sur Internet et on a récolté quasiment 3000 € pour les enfants. Ok. Et Quand ça je dis fait. pour les enfants, C'était pourquoi, ouais. à des laboratoires. Donc en fait, cet argent-là, elle part à des laboratoires. Donc là, c'était à Paris pour le laboratoire Gustave Roussy, qui cherchait donc sur le cancer pédiatrique, sur quelque chose d'assez précis. Et puis là, on part en Laponie là, cet hiver pour 36 jours dans la taïga, au-dessus du cercle polaire. On repart pour la lutte contre le cancer. Et là, du coup, en plus, on a un laboratoire sur Nantes, donc qui est justement pas loin de chez moi. Je vais rencontrer l'équipe au mois de janvier là, et puis là, on va les aider eux justement pour leur laboratoire, puisque faut savoir que les laboratoires quand même de recherche c'est le cas de celui de Nantes. Là, il me disait qu'ils étaient financés seulement 20% par l'État et que 80% de leur recherche, en fait, elle est financée par monsieur et madame tout le monde, quoi, par les dons qu'ils ont derrière. Ça veut dire que si bah, il n'y a pas des gens un peu comme nous qui de temps en temps essayent de les soutenir, bah, ils vont chercher 3 mois dans l'année et puis le reste de l'année, eh ben, ils peuvent plus chercher, quoi. Mhm. Donc, ça nous a un peu. Et en effet, moi, je pense que ton aventure, elle est déjà à moitié réussie quand tu vas faire un défi, une aventure, une expédition pour une cause qui te dépasse et qui te transcende. À partir du moment où c'est pas que pour toi, les moments où tu as mal, les moments où c'est dur, les moments où tu te dis, ben, ok, ouais, mais les enfants, eux, ils ont mal tous les jours. Moi, c'est un choix, je l'ai choisi, alors tu te lèves, t'assumes et tu avances. Quand c'est compliqué, je pense aux enfants, j'essaye de faire des lives, des choses comme ça. Et je le fais aussi pour ma famille, parce que j'ai envie qu'ils soient fiers de moi, et puis de leur transmettre des valeurs de sport, de solidarité et de partage. Mais j'ai le plaisir, moi, mon plus grand des plaisirs, c'est quand je rentre et puis que je commence à être invité dans les écoles, à faire des conférences, à rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés si j'avais pas fait ces voyages-là, quoi. Et là, je me dis que mes aventures, finalement, elles ont du sens, quoi. Mhm. Et tu disais qu'il y a eu ce petit pépin avec ta chienne pendant la traversée. C'est quoi certaines de tes... Jaillit quand on me pose cette question, donc je sais pas pourquoi je te la pose. C'est quoi certains... Parce que vu que tu as fait quand même pas mal d'expéditions un peu extrêmes, c'est quoi des choses qui auraient vraiment pu aller mal et dont tu te souviens? Il y a eu des Il y en a moments eu. où tu as eu vraiment peur pour ta vie ou de quelque chose qui t'est arrivé où tu t'es dit, oh, je peux plus ou quoi? Ouais, bah ouais, oui, forcément. De toute façon, on en a tous, hein. Celui qui te dit qu'il en a jamais eu, je crois que c'est qu'il a pas envie de te les raconter, hein. En Sibérie, sur le lac Baïkal, j'ai planté ma tente un soir, en regardant, en observant quand même autour de moi, mais il y avait une faille un peu plus loin faisait plusieurs mètres de large, mais elle était loin quand même. Donc je me suis dit, bon, pas de problème. Et puis pour prendre de l'eau un peu par flemme, plutôt que de couper à la hache des bouts de glace, ben, c'était plus facile pour prendre de l'eau. J'économisais aussi du pétrole, voilà, pour faire bouillir l'eau et tout, c'était plus facile. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il y avait une crevasse qui était sous ma tente. Donc elle Wow. était minuscule, heureusement, elle faisait, je sais pas, 5-6 centimètres de large. Mhm. Mais en fait, bah, une faille comme ça, elle fait 5 centimètres, comme elle peut faire 1 mètre en l'espace de quelques secondes, quoi. Et la nuit, j'avais entendu le lac Baïkal, je sais pas si c'est comme ça au Canada, sur les lacs, mais il gronde, il craque, il Ouais, bouge. Et ouais, ouais, quand tu te couches, c'est vivant, hein. exactement, tu as l'impression de dormir sur un animal, hein, ça Euh, bouge, ça gronde. Donc moi, je trouvais ça cool, ça me berçait, j'aimais bien l'environnement, j'aimais bien.
Voilà, je m'y sentais un peu chez moi, et puis ça faisait tous les soirs, j'entendais ces bruits-là. Sauf que ce soir-là, bah, le bruit était un peu plus intense, et la vibration aussi. Et j'ai compris le lendemain, quoi. J'ai compris que ce jour-là, bah, une fois de plus, j'avais eu quand même de la chance. Parce que finalement, si elle s'était ouverte, bah, de toute façon, voilà, je tombais dans le lac, et puis Mhm. c'était terminé, quoi. Sinon, c'est tout, hein. Écoute, le reste du temps, je suis quelqu'un qui fait très attention quand même. Ouais. J'observe beaucoup la nature, et j'essaie de poser mes bivouacs dans des endroits qui sont cohérents. Et globalement, après, si en Sibérie, mais après, c'est des rapports à l'humain, quoi. C'est plus C'est ça, plutôt ouais. des rapports à l'humain. J'ai rarement peur dans la nature quand Mhm. la respectes. Fais attention quand même, et que tu as des fondamentaux de survie, et que tu sais un peu te déplacer dans ce genre d'environnement. Si tu respectes la nature et que tu fais pas de bêtises à enlever tes gants s'il fait -30, ou des choses comme ça Ouais. pendant 2 heures, tu as pas d'engelure et tout, c'est pas trop un problème. Par contre, que ce soit à La Réunion comme en Sibérie, La Réunion, ils sont assez fans du rhum à Ranger. En Sibérie, ils sont assez fans de la vodka, et c'est pas un mythe, hein, donc j'ai pas peur de le dire, il n'y a pas de problème, hein, vu les litres de vodka que j'ai bu avec eux. Je peux te dire que c'est une réalité. Et ça attire, le fait d'être seul aussi, ça attire des gens, ça attire les gens. Donc c'est Mhm. bien, parce que c'est mon objectif, mais ça attire tout type de gens. Ça attire les gens bien, comme ça attire les gens qui peuvent être aussi mal intentionnés. Et je me suis retrouvé une fois en Sibérie dans une cabane où au début je sentais plutôt bien les choses. J'avais vu bon, hein, ils avaient un peu bu, mais bon, voilà, je me suis dit, ils ont l'air cool, quoi. Et puis finalement, quand je suis rentré dans la cabane, j'ai vu quand même que, je sais pas, je sentais une ambiance qui était un petit peu bizarre. Ça, ils rigolaient quand même entre eux. Il y avait des regards, et surtout, mais ils buvaient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils avaient des gros couteaux de chasse, tu vois, plantés sur la table, tout ça. Et, ouah, je commençais à me dire, bon, là, Pascal, t'es quand même pas chez toi. Tu comprends pas trop ce qu'ils te disent. Et puis, surtout, la valeur d'alcool, si tu veux, le taux d'alcoolémie montait en flèche, quoi. Mhm. Donc je me suis dit, je leur aurais fait, pardon, excuse-moi, je parle plus français du coup. Je leur ai menti en disant que j'avais oublié un truc dans mon sac, et en fait j'ai pris mon sac et je me suis barré, quoi. Dans la nuit? J'ai couru très, ouais, 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 la nuit était déjà tombée, mais moi j'avais une cabane au bord du lac, donc ils savaient pas où était ma cabane. Et je suis rentré très très vite en courant là, dans ma cabane, parce que je me suis dit ce soir-là, non, je pense que ça aurait pas été une bonne chose, quoi. Ouais, prends pas le risque, ouais. Parce que c'est ça parfois, je voulais te poser, on parle des peurs là, je voulais te poser la question. C'est quoi ta vision de la peur et est-ce que ça a changé au fur et à mesure de toutes ces aventures? J'ai souvent peur, contrairement à mes enfants. Moi, je me suis rendu compte, en fait, je parlais pas souvent de mes peurs. Et un jour, ma fille, elle avait peur d'un truc tout bête, d'une grosse araignée, tu vois, dans sa chambre. Donc, c'est un basique absolu quand même pour beaucoup d'enfants. Et en fait, elle voulait plus dormir dans sa chambre suite à ça. Et moi, je l'ai attrapée, je l'ai remis dehors et tout. Et au bout de 2 jours, elle est venue me voir en me disant, je veux plus dormir dans ma chambre. Elle faisait des cauchemars et tout. Et puis, elle me dit, mais papa, explique-moi pourquoi tu as peur. Et elle me dit, mais non, je veux pas te le dire parce que je veux pas que tu sois triste. Je lui dis, bah écoute, il n'y a pas de raison que je le sois là, donc il n'y a pas de problème, tu peux me dire, on va essayer de résoudre le problème. Et elle me dit, bah j'ai peur depuis que j'ai vu l'araignée. Et elle me dit, j'ai honte parce que toi, t'as jamais peur. Et alors là, les bras me sont tombés au sol. Je me suis dit, mais pourquoi tu dis ça? Mais toi, tu pars toujours à l'aventure, tu dors, il y a des araignées, tu dors, tu te fais piquer par des trucs, tu t'as écrasé un scorpion, t'as mangé des tarentules. Elle me dit, mais t'as peur de rien. Mais je lui dis, mais j'ai peur tout le temps. C'est ça que t'as pas compris. Donc ça a été elle m'a ouvert les yeux, du coup, bah, c'est bien parce qu'on a pu avoir une discussion là-dessus. Et du coup, dans les écoles, c'est une question qu'on n'osait pas trop me poser, ça, je pense. Les enfants n'osaient pas trop me la poser, mais moi, je leur en parle. Moi, j'ai peur tout le temps. J'ai peur tout le temps, mais c'est ce qui fait que je rentre vivant. Mhm. Le fait d'avoir peur, là, je pars 36, faire 36 jours d'autonomie dans la taïga. Je suis pas né dans la taïga. Ça me fait peur. Ça me fait peur. J'ai peur d'avoir une engelure. J'ai peur voilà, j'ai peur de plein de choses. Mais de cette peur-là, j'essaye d'en faire du positif, j'essaye de trouver la solution. Je suis rendu au stade maintenant, j'imagine le pire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut m'arriver dans cet environnement-là? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Quelles sont les rencontres avec les animaux, par exemple? Quels sont les animaux les plus risqués que je peux rencontrer là-bas? Euh, Qu'est-ce que je peux faire en cas de début d'engelure? Comment je peux faire si ça arrive pour pouvoir résoudre ma problématique? Mhm. Je veux pas, mon peur m'empêche de faire les choses.
Parce que forcément, vu ce que j'aime faire, forcément, je me mets en danger à certains moments. Donc, eh ben, c'est pour ça que je mets en général 1 an et demi à préparer une expédition. C'est que chaque expédition étant à chaque fois assez différentes les unes des autres, eh ben, je m'impose un entraînement physique adapté à ce que je vais vivre. Alors toi, ça va faire marrer le Canadien que tu es, mais nous en France, il fait pas moins 30, moins 35. Donc pour s'entraîner, c'est compliqué. Donc moi, je vais m'entraîner. J'ai un de mes partenaires qui son métier, c'est la surgélation alimentaire. Je vois où ça s'en Voilà, va. t'as tout compris. Bah, moi, je vais m'entraîner dans des tunnels de congélation à moins 35 degrés. Voilà, c'est un moyen pour moi, ça a été un moyen avant d'aller en Sibérie déjà de vaincre ma peur du froid, parce que Mhm. tout le monde à force de me dire, mais tu vas mourir de froid, tu vas mourir de froid. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, alors attends, Nicolas Vanier m'a dit que c'était pas si atroce que ça, donc arrêtez de me dire ça. Bon, ok, bah, va falloir que je teste le truc. Donc je suis allé tester le truc avec mon matériel. J'ai la chance d'être bien équipé quand même, donc mais je me suis dit, bon, ok, je vais tester le matos, on va voir, et je vais le pousser à ses limites. Et je vais faire toutes les bêtises que je ne devrais pas faire. Donc je vais faire du sport, je vais me faire transpirer à fond la caisse dans le tunnel de congélation. J'avais 2 pompiers avec moi, donc tu vois, je suis pas quelqu'un d'idiot. C'est-à-dire que je me suis dit, s'il y a un problème, même pour l'entreprise qui m'accueille, on gère les choses bien. Ouais. Et j'ai fait exprès de laisser une partie de mon visage à découvert. Et je suis sorti, mais gelé, complètement gelé, là, les sourcils gelés. Ça a mis une demi-heure à revenir à la normale. J'ai eu mal au crâne pendant 2 jours. Mais ça a mis en lumière justement la capacité déjà de mes vêtements, puisque j'ai eu froid nulle part sauf au visage. Et c'est un défi que j'ai renouvelé là il y a une petite quinzaine de jours. Je suis retourné tester mon matériel en tunnel avec mon pote, justement, qui lui avait pas subi ces températures-là pour qu'il puisse voir ce que c'était. Et je l'ai laissé faire des erreurs naturellement. C'est-à-dire que je l'ai pas accompagné dans le tunnel. Bon, il y a des turbines devant, en plus c'est très désagréable, hein. Il fait moins 35, tu es enfermé dans un truc où il n'y a pas beaucoup Ouais. de lumière. Et, et c'est les turbines devant qui te permettent d'avoir ce moins 35 et un ressenti. Je pense moins 35, je pense c'est avec le vent. Je pense pas que ça descende en dessous, mais en plus c'est désagréable. Donc tu mets la chapka, t'entends pas du tout ce que dit le voisin. Et il a fait des erreurs, c'est-à-dire il a enlevé ses gants plusieurs fois. Et en fait, à un moment, j'ai vu qu'il commençait à galérer, quoi, qu'il commençait à avoir un bout de doigt là, qu'il commençait à plus sentir, tout ça. Et je me suis dit, ben, c'est pas grave, c'est le moment de faire ces erreurs-là, parce que les erreurs que tu fais maintenant, tu les feras pas là-bas. Donc on se prépare à tout ça de manière un peu folle. Les Français, là, on a une vidéo qui va sortir sur ma chaîne YouTube début décembre, là, d'ici quelques jours. Donc en plus avec beaucoup d'autodérision, parce que moi je veux montrer aux gens que tu peux partir à l'aventure, que tu peux t'amuser, que tu peux rester un enfant. Moi j'ai 37 ans, je suis un grand gamin, je suis un grand rêveur. J'aime euh, voilà, j'aime regarder ta chaîne qui, tu vois, voilà, tu me fais rêver depuis quelques années. J'aime regarder des gens comme toi inspirants. Je continue de m'inspirer de plein d'autres gens De aussi. tout, ouais. Et, Ouais. je- et c'est la phase. Les gens comme toi, Nicolas Vanier, continuent de m'inspirer. Là, j'ai la chance, ils nous parrainent sur notre future expédition. Encore? Donc, Ok. Ah, c'est cool. très fier ouais, je suis très fier de ça, mais fier dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a une notion de respect mutuel qui me fait Mhm. plaisir. Et je sais que si on a des interrogations, on a une particularité là, c'est que sur la prochaine expédition, on a envie de voyager. Je pense que ça va te parler, ça. On a envie de voyager un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'au niveau du matériel, on a vraiment d'équipements textiles au top. On a même des gants chauffants si en cas de très grands problèmes. Mais ça, c'est pour le côté un peu technique, parce que pour le reste, en fait, Corentin, le gars avec qui tu t'entendras bien, je pense, avec lui, parce qu'il vit en tiny house. Il s'est auto-construit sa tiny il y a quelques années. Ok. Et lui, c'est un grand fabricant d'objets. Lui, à l'école, on en revient à l'école, tu vois, enfin, il est dyslexique, ce gars-là. Donc, il a morflé toute son enfance à l'école. Et il a quand même écrit aussi 4 5 livres aujourd'hui. Donc, tu vois, il sait bien. Ouais. Une belle revanche sur la vie, quoi. Et en fait, avec lui, on fabrique nos objets. C'est-à-dire qu'on fabrique notre poulka, qui va ressembler au final plutôt à un traîneau, parce que c'est tellement lourd, on en met tellement de matos qu'on s'est dit, à travers la forêt, à zigzaguer comme ça, on va être exténué et on va pas pouvoir se soutenir l'un l'autre et céder. En fait, on va transformer cette poulka en bois en traîneau, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va remplacer les chiens devant, hein, ni plus ni moins, et puis l'autre qui va pousser le traîneau. Donc on fabrique nos raquettes à neige et on fabrique Ah, c'est notre toile cool. de tente. On a Ok. fabriqué une Ouais. toile de tente limite. Et tout ça, c'est que de la récup. La toile de tente, c'est une vieille tente médiévale. Nous, en France, on a plein de vieux châteaux. Et on a récupéré, en fait, la grande toile blanche d'une vieille tente médiévale qui était tachée, là.
en coton qu'on a imperméabilisé de façon écolo et écologique grâce à un de nos sponsors. Et puis on a fabriqué vraiment une tentine 8 un peu traditionnelle. On a refait les plans et puis on s'est dit bon bah maintenant est-ce qu'on est capable de le faire? Moi clairement non, hein. Moi j'étais capable de fabriquer, de faire le plan et après Ouais. je me disais oh là là mais comment on va faire? Et Corentin a cette capacité-là, là, donc on a notre tente là, qui est terminée, qui est opérationnelle. Ah, vous l'avez cousu avec de l'os de renne ou avec une machine à coudre? Alors, il l'a cousu à la main, hein, il l'a Ok, cousu à la à main. la Il main. l'a cousu, Waouh. ouais, 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 à la main dans la Tiny. Je sais plus combien de centaines de mètres de points de couture il a fait, c'est un truc de Waouh. fou. Et il s'est fabriqué sa chapka, Corentin, c'est un Ouais. truc de dingue, hein. C'est un truc de dingue ce qu'il est capable de faire. Ce mec-là, il est extraordinaire. Donc ça, c'est en Et Finlande où là, vous allez aller? En- ouais, ouais, on part de Santa Claus parce qu'on fait ça pour les enfants, donc on veut vraiment apporter de la féerie. Parce que là, on va faire un film. Ok. On part avec des drones, on se donne vraiment on essaie, on met la barre assez haute avec Corentin, on se le cache pas. On veut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais on a des objectifs assez importants. Puisque le récit de voyage, bon, bah, on va éditer un livre comme on fait d'habitude. Mais là, l'objectif clair, c'est de faire un film d'une cinquantaine de minutes, de qualité cinoche. Et Nice. notre souhait, c'est carrément qu'il passe à la télé vers les fêtes de Noël pour qu'on puisse aussi le montrer dans les écoles, faire rêver les enfants qui sont malades, aller le proposer dans les hôpitaux et échanger avec les enfants. Donc on part avec drone et caméra. Et on s'est dit, on voulait coller dans le décor, être au plus proche de la nature, déjà de façon éco-responsable. C'est pour ça on fabrique avec des matériaux recyclés. On fabrique avec du bois local, c'est-à-dire que la poulka, elle est en partie fabriquée avec du bois qui est tombé, avec des arbres tombés au sol à côté de chez mon pote Corentin. Donc on essaye de prendre le chemin le plus éco-responsable possible. Rien ne sera jamais parfait, il va y avoir des boulons, on va être obligé de visser des choses, mais, Comment osez-vous utiliser des boulons? euh, mais tu sais qu'on va avoir la remarque, hein. Par exemple, notre objectif de base, Ouais. c'était on montait en Volkswagen Combi, on montait en T3 Ok, ok. jusqu'au cercle polaire. Ouais. C'est notre défi de base, c'était ça. Et on avait un gars qui avait un combi extraordinaire là, qui était OK pour nous monter. Sauf que le Covid, quand bah là, pour le coup, le confinement est tombé et tout ça, que les frontières se sont mises à fermer, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, c'est encore compliqué. Nous, on sort tout juste de confinement là. Clairement, les frontières, si c'était pour se prendre 10 jours de quarantaine à chaque frontière en Europe, on arrivait là où il y a déjà plus de neige, quoi. Donc on s'est dit, c'est où on arrête l'expédition, et moi j'ai dit à Corentin, non, 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 les enfants ils se fichent là, non, non, les enfants se foutent complètement de notre moyen de transport. Moi j'abandonne pas les enfants qui sont déjà conscients de notre projet. Tant pis pour nous, écoute, on va se faire clasher un peu, mais on y va en avion et puis on ira jusqu'au cercle polaire comme ça. Et puis s'il y en a qui sont pas contents, ils regarderont pas notre projet et C'est puis on fait bizarre, du mieux qu'on peut. je trouve ça triste aujourd'hui de... Je pense beaucoup à ça parce que je suis assez exposé à ça, ou je pense n'importe qui partage ses aventures sur les réseaux sociaux est exposé à ça, et on y donne peut-être beaucoup trop d'importance, mais il y a quelque chose de triste là-dedans où quand toi en tant que personne, et j'en parle beaucoup avec plein de gens que je respecte et comme toi aussi, qu'on partage certaines choses, et en fait, c'est comme si le plus tu essayes de faire le bien et de faire des choses de la meilleure façon qui a le moins d'impact possible, le plus tu t'ouvres et tu donnes cette faille pour être attaqué sur le Ouais, fait ouais. que tu n'as pas fait cette chose-là ou cette chose-là, alors que pendant ce temps-là, il y a des gens, il y a des gouvernements, il y a des entreprises qui font des choses qui ont mais un milliard, littéralement un milliard de plus, un milliard de fois plus d'impact que toi. Mais par contre, eux, ils ont pas, tu vois, ou les gros youtubeurs ou quoi, Parce que eux c'est par facile, contre, il n'y a aucun c'est problème. facile. C'est parce que c'est facile de te faire la remarque. Après, moi, j'ai fait mon deuil il y a bien longtemps. Ouais, C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'expose dans les médias et que je m'expose un peu à la télé et tout ça. C'est que j'ai compris qu'on pouvait pas plaire à tout le monde. J'ai passé ce cap-là il y a quelques années, quoi. Je me suis dit, bon, maintenant, je fais ce que je peux, je le fais à ma manière. Après, j'essaye de faire les choses du mieux que je peux. Et puis, s'il y en a qui sont pas OK, qui sont pas d'accord avec ça, c'est pas grave. Comme tu l'as dit quelquefois sur ta chaîne, à la limite, vous faites pas de mal, quoi. Ne regardez pas, lisez pas mes bouquins si vous aimez pas ce que je fais, n'achetez pas mes livres. Si c'est juste pour acheter mon bouquin pour me dire qu'il te plaît pas,
bon, bah, c'est pas très grave, quoi, parce que moi, ça va pas m'empêcher de continuer à en écrire. Et bon, moi, sur ma chaîne YouTube, on est 650 abonnés, donc si tu veux, je suis pas sujet à ce genre de remarques encore. Ouais, ce qui est bien en Mais fait en partie parce que il y a beaucoup plus ce côté humain qui est perdu dès lors que tu commences à avoir 3-0, tu vois. C'est ça qui est, ouais, ouais, et si- on commence à monter, ouais. Non, mais ouais. c'est sûr, hein, mais moi, je suis conscient que cette exposition, alors je l'ai après sur d'autres réseaux sociaux et puis dans les journaux français. Donc donc après je reçois des mails, hein, tout simplement par mon Mhm. site internet, je reçois Ouais. beaucoup de mails. Heureusement, si tu veux, c'est quand même Mais 95% de mails oui, qui sont évidemment. extrêmement simples. Donc j'ai envie de te dire, c'est pas très grave, C'est que mais nous, Corentin est. c'est peut-être que nous qui mettons de l'importance là-dessus, parce que ça se touche ton ego, tu vois, parce que toi, t'essaies de faire la meilleure chose que tu peux, Ouais, parce que t'essaies de vivre ouais, non, mais simplement. tu sais que ce point-là, enfin, ce point-là, il m'embête quoi. Il m'embête moi déjà. Je m'étais dit, ah là, c'était tellement mieux en van. Déjà, c'était tellement cool de monter en version van life avec un vieux combi des années 80. C'était plaisant quoi. Et après, j'ai quand même un partenaire qui m'a dit, bah ouais, mais ton combi il va consommer à mort du diesel. Bah, je dis oui, mais bon, t'es quand même pas à la hauteur d'un avion. Je dis les gars, à partir du moment où tu as chaussé tes baskets et que tu as commencé à marcher, les gars, on a déjà un impact. Même tes baskets, tes Ouais, c'est chaussures, elles ont ça. été fabriquées. Ouais, il y a Elles ont, ce à moins de sujet-là, moi, marcher. aujourd'hui, je sais pas si parfois j'ai envie de parler que de ce sujet-là pour que peut-être que les gens, faire partie des gens qui donnent conscience de ça, ou à la fois d'abandonner ce sujet-là parce que tout le sujet, tu vois, des voitures électriques, de toutes les énergies vertes et tout ça, tout le greenwashing, c'est un truc qui est très très intéressant parce que ça a vraiment un impact sur comment notre société elle évolue, où on va à des extrêmes alors qu'on sait, ou peut-être qu'on ne le sait pas, que c'est l'extrême qui est le problème. C'est pas le fait qu'il y ait du diesel, qu'il y ait de l'essence, qu'il y ait de l'énergie électrique. L'équilibre, c'est ça qui peut nous sauver et qui nous faire vivre sur le long terme. Après, Mais de mettre le je suis doigt assez d'accord. sur, oh, consommateur de carburant, et là c'est, regarde, toi, ton énergie, elle vient d'où? Ton eau, elle est reversée où? Je veux dire, c'est ça qui est, ce qui est intéressant, c'est on choisit nos batailles et on oublie un peu tout le... Après, ça revient à cette idée de c'est très facile de critiquer, et souvent les gens qui critiquent, c'est parce que justement, ceux qui commentent, c'est ceux qui ont le moins d'idées de la réalité, tu vois. On a un impact de toute façon, quel qu'il soit. Exact. Il est plus ou moins important. Tu voyages avec ton sac à dos. Enfin, moi, je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est aujourd'hui ce qui paye mes factures. Je vends tous les jours des sacs de rando, des choses comme ça. Et ces sacs-là, des fois, ils viennent d'Asie. Enfin, Ouais, le moi, le business du premier, plein air, c'est ça, hein. faut pas rêver, quoi. Ah bah, de toute façon, si tu veux acheter, toi, du 100% canadien ou moi, du 100% français, tu pars en slip, hein. Tu pars en Exact, slip, ouais. hein. Non, et même quand Faut c'est faire. ça aussi, c'est un sujet qui est très intéressant, ça, c'est que tu vends du plein air. Moi aussi, j'ai travaillé pas mal dans l'industrie du plein air. Au Québec, on appelle ça plein air, le outdoors, comment tu dirais ça, le Ouais, sport d'extérieur. ouais, ouais, non, mais c'est ça, Mais l'outdoor, ouais. ce qui est assez drôle, c'est que ça vend un peu l'idée de la nature. Donc, on se dirait, c'est très protection de la nature, c'est très penser que tout est vert et tout ça, alors que c'est un business comme un autre qui a peut-être plus d'impact parce que Bah oui, finalement, ça va encourager les gens à aller à des endroits en masse et à avoir un impact encore plus grand sur, c'est ça. mettons, le Grand Canyon ou sur cette grande randonnée-là, le GR20, whatever. Et c'est assez paradoxal ça, et c'est quelque chose qu'on n'y pense pas souvent parce qu'on se dit, ah oui, des chaussures de marche, mais c'est pour respirer le grand air, mais il y a un impact à ça. Ça, un débat intérieur que j'ai depuis longtemps, hein, puisque voilà, je suis le premier à vendre ces objets-là, à utiliser ces objets-là. Donc moi, dans mes partenariats, ça m'est arrivé de refuser des partenariats financiers conséquents parce que les marques proposées, si tu veux, éthiquement parlant, c'était pas possible, quoi. Ça, ça correspondait pas à mes valeurs. Ça prend de la Donc force de c'est dire un. non, quand tu sais que tu as besoin de toujours plus de financement, ça prend pas mal de... Et je crois qu'il faut pas hésiter. Et certes, il y a des moments, je préfère galérer, quoi. C'est voilà, mais au moins être propre dans mes baskets. Mhm. Là aujourd'hui, et à faire ça, faut pas lâcher l'affaire parce que moi, il y a 10 ans, j'étais personne. Aujourd'hui, ça commence à fonctionner. J'ai des partenaires financiers qui me permettent de réaliser mes rêves et qui rêvent aussi avec moi. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en plus, si j'arrive à les embarquer Ouais. dans mes objectifs et avec un bonheur et un sourire absolu.
Et en restant raisonnable, par contre, dans les budgets d'expédition, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être à l'euro près. Mhm. Et puis, toute la différence des euros, si on arrive à économiser d'un côté, bah, tant Oui, il mieux, n'y a c'est rien de de mal l'argent à en plus. gagner sa vie, tu vois. Il y a vraiment rien de mal. Même si tu gagnais 2 millions Et, et que ton expédition, elle coûtait 15 000, il n'y a rien de mal à faire de l'argent, tu vois. Faut vraiment se mettre ça, tu bon, vaux... ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu du mal, moi, longtemps, parce que c'est très français, ça. Mais je Ouais. pense qu'il y a plein d'autres pays. Euh, les... Maintenant, j'ai moins ce cas-là, parce que les journaux relisent souvent les autres journaux et ainsi de suite. Mais les premières conversations que j'avais avec les journalistes, c'était mais toi, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu y gagnes? Et au début, je comprenais pas la question, mais je disais, mais quoi, comment ça, qu'est-ce que j'y gagne? Et en fait, c'était à chaque fois la notion financière. Parce que à chaque fois, je leur disais, mais moi, de toute façon, je fais ça pour une association, je fais ça, j'écris un livre, et 100% des bénéfices de ce livre-là, de toute façon, ne me fait pas manger, je la redonne. Et du coup, les gens comprenaient pas, avaient tendance à me dire, mais ben alors, pourquoi tu le fais? Si tu y gagnes rien? Mais je dis, mais je gagne énormément de choses à Ouais. faire ça déjà. Penses-tu que tu disais ça aussi en partie parce que il y a un peu ce sentiment de culpabilité de gagner de l'argent parce qu'on voit pas ce qu'on fait comme de l'art alors que tout est art, certains diraient, mais il y a une forme d'art dans... Je veux dire, c'est normal d'être payé à écrire un livre sur une expérience incroyable ou un film, ça a un coût. Est-ce que tu disais peut-être ça aussi pour te protéger de ça, pour pas avoir à faire face aux Ah, je sais critiques? pas. Moi, je pense qu'au début, je voulais montrer ma valeur avant de. Ouais, mais c'est peut-être ouais vis-à-vis de moi-même, si tu veux. C'est-à-dire que je m'étais peut-être dit au début qu'il fallait que je fasse mes preuves avant euh, de me définir comme un écrivain, comme quelqu'un qui était vraiment capable d'écrire des choses sympas. J'ai eu besoin peut-être de passer un cap. Aujourd'hui, c'est quelque chose, tu vois, je suis en train de remonter ma société, donc je te rejoins complètement. Parce qu'en effet, ça nous prend énormément de temps. Moi, je passe 40 heures par semaine à la préparation de mon expédition. Je remonte ma société parce qu'aujourd'hui, oui, je commence à gagner de l'argent avec ça et à vivre de ça. Et ça me permet en plus de continuer à préparer des projets, quoi. Là, le film, on a envie qu'il fonctionne. Donc forcément, quand tu fais un film, bah, tu as de l'investissement. Tu es bien placé pour le savoir. Un drone, ça coûte de l'argent. Des caméras de qualité en 4K, ça coûte de l'argent. On vit pas que d'amour et d'eau fraîche, hein. À un moment donné, il faut accepter en effet de gagner sa vie avec ça. Et mon objectif, même est clair maintenant. Si demain j'ai la capacité d'avoir des partenaires financiers qui me permettent de vivre que de ça, je le ferai. Je le ferai. Et je le ferai aussi pour montrer à mes enfants que dans ta vie, même, tu peux réaliser tes rêves mais qu'il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Parce que moi, ça fait 10 ans, j'ai mis vraiment ouais, 8 ans, facilement 7 8 ans à réussir à avoir des sponsors et qui me soutiennent vraiment d'année en année. Ouais. Voilà, ça ne fait pas tout seul, quoi. Ouais, parce que souvent on oublie que pour faire quelque chose, tu vas pas être payé à le faire. C'est que tu vas te créer ton truc, tu vas te créer ta niche, tu vas te créer et ça, c'est un investissement que tu fais dans des années plus tôt où tu vas pas te payer, tu vas limite perdre beaucoup d'argent, mais c'est parce que tu fais ce que tu aimes. Et après, si ça adonne, si ça arrive que tu gagnes ta vie grâce à ça, c'est juste un produit, c'est un dommage collatéral finalement d'avoir pris ce risque-là, tu vois. Faut le voir comme ça parce que souvent on a tendance à voir juste le produit final et il est un peu comme les acteurs même à Hollywood, tu sais, on se dirait oh, ils ont la vie facile et tout ça. Je veux dire, je sais pas si les gens ont déjà été acteurs, moi je l'ai jamais été, je sais que c'est un métier très difficile, mais si tu es dans le 1%, ben, tu vas gagner ta vie incroyablement bien. Mais je dis pas que c'est plus difficile qu'être à la mine, mais c'est le monde dans lequel on vit, on a tous différentes, différentes actions, différentes Et occupations. après, ce qui est vrai, c'est que l'aventure, finalement, ça ne rapporte pas d'argent. Moi, c'est 1 an et demi de préparation avant, en amont. Donc, ces 1 an et demi là, bah, je gagne pas ma vie. Je suis juste en train de préparer mon projet. Plus, je m'entraîne, donc ça me coûte même de l'argent parce que bah, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin d'aller voilà, chez l'ostéo où là, tu vois, il y a 15 jours, je me suis déchiré l'avant-bras. Bon, bah, même, ça m'impacte dans ma vie tout court. Après, tu as l'expédition en elle-même qui est un peu finalement bah, le rêve, voilà, le rêve éveillé, enfin accompli. Et c'est finalement ce que tu en fais après qui va peut-être te permettre, si ça fonctionne bien, bah, de gagner un peu ta vie. Donc finalement, ça coule. Moi, le lac Baïkal, j'y étais en 2016. En 2019, je faisais encore des conférences sur le lac Baïkal. C'est-à-dire qu'après, voilà, comme tu dis, tu récoltes les fruits petit à petit.
de ça. Et à un moment donné, c'est vrai qu'il faut accepter et il faut reconnaître, comme tu le dis très bien, bah, c'est du travail, quoi. C'est beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices qui sont des sacrifices voulus. Mais tu vois, là, je pars quand même 6 semaines. Je suis 6 semaines loin de mes enfants et de ma femme. C'est pas quelque chose. C'est un côté négatif pour moi dans mes aventures, quoi. Ils sont pas à mes côtés. C'est pour ça que la grande traversée de la France que j'ai fait, elle n'était pas anodine. J'ai pu les avoir au téléphone tous les jours. Ils ont pu me rejoindre à mi-chemin pour me voir une journée. On a pu faire l'arrivée ensemble. J'ai fait l'arrivée d'une de mes aventures avec mes enfants et ma femme à l'arrivée. C'est extraordinaire. Quand je finis mon expédition sur le lac Baïkal, je suis tout seul. Je pleure d'émotion, de plaisir, je pense à ma mère aussi fatalement quand je réalise un peu ce truc-là et je suis tout seul. Et ça, c'est des choses, si tu veux, qui sont pas forcément que les gens se rendent pas compte. C'est que l'envers du décor, il n'est pas toujours simple et rose. Et c'est vrai que même si ça reste beaucoup de bonheur et c'est ce qui me fait repartir, il y a aussi des choses qui sont pesantes dans ces aventures-là. Moi, les 6 semaines de vacances que je prends, en France, on n'a que 5 semaines de vacances par an, hein. Je te laisse compter le reste de temps que je passe Que? avec mes enfants. C'est tout. Ah. Non, mais après, je me plains pas de ça, c'est pas un Non, ouais. souci. Non, mais le voyage, Et c'est ça. quand Le voyage, on voit juste l'expédition, mais le voyage, c'est tout, comme tu disais, ton année et demie, voire tout ton parcours jusqu'à où tu es, hein, en fait. Et c'est ça, en tant qu'individu, ben, qui est le plus important, au-delà de tout ce qui va autour, que ce soit l'exposition médiatique et l'argent ou quoi. C'est toi, ton intention, c'est quoi? C'est faire cette aventure-là avec ce dépassement de soi que tu veux inspirer des jeunes, parce que j'ai l'impression que c'est très axé sur, avec ton association sur le cancer de l'enfant et tout ça, c'est vraiment axé sur cette échappée un peu de ce quotidien, de nous, on est chanceux, nous, bon, je sais pas, mais là, je me sens chanceux parce que, par exemple, ben, j'ai pas présentement un cancer. Donc, juste de se dire que on peut apporter quelque et chose ça, d'autre à quelqu'un. oui, tu as mais raison à 100%. Rien que le fait d'être en bonne santé, c'est une chance. Et c'est quand même cool d'être en bonne santé et puis de pouvoir juste tendre la main aux autres en leur disant, mais nous, tout va bien pour nous, on pense à toi, on va t'aider, quoi. On va C'est vous ça, aider, on il n'y a pas pense de à souci. toi, ouais, c'est ça. Ouais, C'est pas parce que moi, je suis pas touché, j'ai la chance, justement, et là, tu as raison, c'est une chance, j'ai la chance que mes enfants, c'est comme ça que m'est venu mon cheminement d'ailleurs pour la lutte contre le cancer de l'enfant, c'est que je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? C'est pas que moi, je chope le cancer, ça serait que mes enfants aient le cancer. Ah, ça, ouais, je j'aurais comprends. beaucoup, beaucoup de mal à m'en remettre. Et là, je me suis dit, ben, ok, 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 ben voilà, voilà, t'as compris. Parce qu'il y a les enfants qui ont besoin de soutien, mais il y a les familles qui ont besoin de soutien. Et je me suis dit, mais moi, je suis pas docteur, donc qu'est-ce que je peux leur apporter? La seule chose que je sais faire, c'est partir à l'aventure. Donc, je peux les emmener avec moi voyager, essayer le temps d'un instant, de leur faire penser à autre chose, leur montrer qu'il y a des gens qui sont prêts à soulever des montagnes un peu pour eux. Et puis après, bah, à mon retour, les faire voyager avec mes petits bouquins sans prétention, mes films, et puis essayer d'aller les rencontrer, et puis de leur accrocher un sourire, et puis si on peut financièrement en plus aider la recherche, et ben on C'est fonce, on y ça. va, quoi. Ouais. Et c'est un échange qui va dans les deux sens parce que toi, tu vas essayer d'inspirer et de faire, de montrer un peu des choses qui changent les idées. Et l'échange aussi, c'est qu'eux, ils réalisent pas à quel point les gens en fait, l'inspiration, eux, ils réalisent pas l'inspiration qu'ils te donnent et comme on disait plus tôt, le courage. En fait, moi, j'ai toujours vu, dès qu'il y a eu quelque chose qui s'est arrivé dans ma famille, autour de moi ou quoi, de, au lieu de voir la partie négative qui, toi, ne touche pas parce que c'est l'autre individu qui est en souffrance, mais de voir que tu peux en apprendre sur toi-même et que tu peux le positif, si c'est apprendre d'un événement dramatique, c'est à quel point tu peux vraiment voir la force dans l'humain quand il fait face à la maladie, à la mort, à n'importe quoi. En fait, c'est de voir à quel point l'humain est résilient et finalement, ça retrouve, en fait, la ligne, elle se complète avec l'aventure parce que en suscitant des aventures qui sont pas pour le commun des mortels, quelque chose qu'on fait tous les jours, d'être dans des conditions polaires, d'être en chien de traîneau, d'être à pied, de stimuler la difficulté, mais c'est là aussi, c'est
une autre manière d'être inspiré par le courage, la force des autres, mais de l'appliquer à soi, en fait. La meilleure leçon de vie, moi, quand je rencontre les gens, c'est de leur dire, parce que du coup, j'essaye aussi d'aller à la rencontre des gens quand ils ont besoin, c'est de leur dire, mais attendez, moi, je suis juste personne, je suis juste un gars qui fait un peu de sport, mais l'inspiration, c'est vous qui me la donnez. C'est ça le truc, c'est les Mhm. héros, c'est vous. Moi, je suis juste un mec, je suis en bonne santé, je vais faire du sport pour vous, je partage tout ce que j'y mets mes tripes, mais par contre, les tripes et les moments où j'ai mal, où j'ai envie d'abandonner, la force, c'est vous qui me la donnez. Ouais, Et ouais, les héros dans l'histoire, c'est pas ceux qu'on pense, quoi. Ça, c'est clair. exact. Ouais. C'est pas ceux qu'on pense. Comme tu dis, c'est l'espèce de yin-yang qui fait que moi, j'ai besoin de ça pour avancer dans ma vie. Et je me dis que au moins si, voilà, puisqu'on y passera tous un jour, quoi qu'il advienne, et ben, je pourrais me regarder dans la glace et me dire, bah voilà, ma vie, elle a été bien remplie. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Et faut pas, voilà, j'aurais pas à rougir de ce que j'ai tenté, en tout cas dans ma vie. Peut-être un jour, je vais connaître des échecs. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie des apprentissages. Et puis si un jour, eh ben, on rentre d'expédition parce qu'il y en a un qui a été blessé, eh ben, il faut savoir aussi accepter ça et puis continuer d'avancer, même si Ouais. c'est dur. Et que ça aurait pu être Vraiment, parce que pire, et que même si ça avait été ouais, pire, ça aurait pas c'est ça. été le plus pire, parce qu'il y a toujours pire que pire. Voilà, je pense que c'est une philosophie de vie. Je suis pas le gars qui voit que le positif partout, Ouais, mais déjà que tu es capable de voir le positif dans chaque situation et d'essayer d'en tirer le meilleur, la prise de recul est plus facile. Plutôt que de te laisser embrigader. Moi, je vois beaucoup de gens qui perdent de l'énergie. Combien de fois j'ai entendu des gars avec qui je partais de se plaindre constamment, par exemple, parce que tu fais 10 heures de marche, pendant 10 heures, il pleut. C'est-à-dire que dans leur tête, ils s'étaient mis soleil, super beau paysage, tout ça. Et là, tu marches pendant 10 heures, il pleut, il fait froid, il y a du brouillard, tu vois rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plutôt que de lutter contre ça, parce que cette fatalité-là, toi, en tant qu'humain, tu vas pas, c'est pas toi qui va faire lever le soleil, hein, eh ben, tu fermes voilà, tu te tais, tu te concentres sur ce que tu es en train de faire et tu te dis ça, de toute façon, je vais pas pouvoir le changer. Donc, on avance. Et puis, le peu de belles choses qu'on va pouvoir peut-être observer, eh ben, on va les regarder. Et tu perds beaucoup moins d'énergie, c'est beaucoup plus facile à vivre. Et au final, à la fin de ta journée, eh ben, la pluie qui est tombée, sachant qu'en plus, tu as du matériel à peu près adéquat pour contrecarrer ça, en fait, c'est pas un problème, c'est tout. Il n'y a pas de souci, quoi. Le souci, il est de s'accrocher à des choses que de toute façon, tu as pas tu es pas acteur de ça. Tu peux pas modifier. Donc, ça sert à rien de perdre de l'énergie à ça et se concentrer sur les petites choses que toi, tu as à côté de chez toi que tu peux modifier. Moi, un truc tout bête autour de chez moi, j'ai mis des abeilles pour polliniser mon environnement, tu vois, c'est tout bête, mais là, j'ai été acteur de cette chose-là. Je savais que mon action allait avoir une réaction sur mes arbres fruitiers, sur des choses comme ça. Je suis acteur de mon environnement très proche. Ça, je sais, je suis capable d'agir là-dessus. Je suis pas capable d'agir sur des choses, sur le fait qu'il y a de la canicule. Pendant tout l'été, je vais beau avoir à me lever tous les jours et être dégoûté de ça, ça va pas changer la donne à l'instant T. Donc il faut que je m'adapte, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on crie beaucoup sur plein de choses, mais on crie sur tout. On crie sur tout et en fait, on se concentre pas sur les choses réellement profondes qu'on peut modifier nous-mêmes. Et si chacun de chez nous, comme toi, tu sais le faire déjà, on est capable juste de prendre soin de notre petit environnement à nous, bah, si déjà tout le monde fait ça en partie, et fait attention avec sa carte bancaire à ce qu'il va acheter quand il va manger. Nous, en France, tu es venu chez nous, tu sais bien qu'on a beaucoup d'artisanat, beaucoup de nourriture locale, beaucoup de fermiers où tu peux acheter en direct à la ferme et que ça te coûte pas plus cher que la grande distrie ou certains gros trucs où tu sais même pas où ta viande elle vient de l'autre bout du monde alors qu'il y a un gars juste à côté de chez toi qui fait une viande 2 fois meilleure, pas plus cher. Voilà, tant que ça, c'est des trucs où tu peux être acteur vraiment en ouais. profondeur Et et si tu changer les rejettes, choses. ce que j'ai appris, c'est que si tu rejettes quelque chose, ça va être 1000 fois plus dur. Alors, comme tu disais plus tôt, c'est une grosse perte d'énergie de dire il pleut, il fait froid, et après ton cerveau, t'es dans un cercle négatif. Et je crois que ça arrive parfois dans des aventures de l'extrême avec certaines personnes, quand ils sont dans des situations spéciales, mais ça arrive aussi dans la vie de tous les jours des gens, et d'autant plus aujourd'hui, où tu rentres dans une spirale négative, où tu es en rejet constant de tout ce qui t'entoure. Et c'est comme ça que les maladies viennent, c'est comme ça que les maladies mentales viennent aussi. Et je crois que on a tous nos démons, hein, parce que quand on parle, parfois ça a l'air peut-être un peu trop positif, tout ce qu'on dit, ou tout est relatif et tout est facile à prendre de Allez, la... hein, mais justement,
Les moments durs, on en a. Tu en as toi, même dans l'endroit où tu vis. J'en ai moi à la ferme où j'habite aujourd'hui. C'est comme ça. On peut pas y échapper de toute façon. Mais après, la vie, moi je sais pas. Je me dis que la vie est belle quand même, quoi. Et c'est pas une utopie, quoi. C'est pas une utopie. Je me dis que, en effet, je pense que le positif attire du positif. Quand on voit les maladies que tu dis psychologiques aujourd'hui, les burn-out, tous les burn-out professionnels mais ça, c'est des centaines, des milliers de personnes par jour qui sont en arrêt de travail à cause du burn-out, à cause justement du négatif qui vient sur le négatif, qui vient dessus, qui vient dessus, qui vient dessus, qui vient dessus, plus le rythme, le tempo, le truc qu'on te met. Ces maladies-là, il y a 40 ans, les burn-out, je suis pas sûr qu'on en entendait beaucoup parler. Et c'est un peu la maladie, moi, je trouve, de ces 3 dernières générations là. C'est monté crescendo. Et ça explique pourquoi moi je m'en vais de temps en temps, tu vois, justement, même pas loin de chez moi, parce que, comme tu dis, cette relation à l'argent, on m'a déjà dit, ouais, mais toi, tu as de la chance aujourd'hui, tu as des sponsors. Mais je dis, ouais, mais toi, t'étais pas là il y a 10 ans, quand moi je mettais tout, j'ai vendu mon Volkswagen Combi, moi, pour partir à La Réunion, hein. J'ai vendu j'ai vendu mes biens. Et je peux te dire que mon combi, voilà, je me suis arraché un bras, quoi, quand je l'ai vendu, quoi. Mais c'était la seule option que j'avais pour commencer à réaliser mes rêves. Et je me suis fait tout seul, quoi. Et quand partir à l'aventure, c'est la seule vidéo YouTube vraiment qui a cartonné sur ma chaîne, c'est celle-là, c'est la vidéo que j'ai fait où je pars de chez moi. Je pars de chez moi et je dis, bah, je vous emmène vivre une aventure, mais au départ de chez moi. L'aventure, elle commence maintenant, elle commence ici. Et je pars, en fait, je fais 40 kilomètres comme ça, je vais jusqu'à ma cabane. Donc elle fait justement à peu près l'équivalent d'un marathon. Donc je fais 40 kilomètres à pied comme ça, je vais jusqu'à ma cabane et je vais y vivre pendant une dizaine de jours, justement, sans eau, donc elle est autonome, quoi, si tu veux. J'ai un petit panneau solaire avec une ampoule au milieu, j'ai 2 jerrycans d'eau et j'ai rien d'autre autour, il y a que la nature. Mon objectif, je l'ai fait presque plus pour moi, celle-là d'ailleurs, que pour YouTube, et c'est marrant parce que finalement, c'est celle qui a marché. C'est à dire que l'aventure, si tu as envie de vivre des trucs sympas, t'as pas besoin de partir loin. Tu prends ton sac à dos, tu prends tes baskets, tu prends une carte si tu as besoin d'une carte pour te rassurer, et puis tu te laisses 10 jours et tu avances. Ouais, c'est à Et chaque portée de soir, main. eh Ouais. ben, voilà, tu vas découvrir des environnements que tu connais pas. Peut-être que le village qui était à 50 bornes de chez toi, tu étais jamais passé. Tu vas rencontrer des gens qui vont peut-être t'accueillir dans leur jardin avec ta petite toile de tente. Et déjà, tu vas faire des belles rencontres et tu vas vivre une belle aventure et ça t'aura coûté que dalle. Ouais. Voilà. Et c'est Et ça la leçon il en faut ça. fait, d'ouvrir les yeux. De s'ouvrir les yeux, tu vas réaliser Ouais, que l'aventure, elle est pas nécessairement à l'autre bout du monde, mais elle est en toi et aussi juste à côté de toi, en fait, tous les jours, tout le temps. Et c'est vraiment une vision de la dans vie à. l'acceptation de peut-être se sortir un peu de son confort, parce que c'est vrai que la vie est tellement confortable que plus tu es dans le confort et moins tu veux d'un confort. Ça, c'est quelque chose de mathématique et d'humain. Mhm. C'est vrai que demain, si on te dit ah, dans ta tiny, on va t'enlever ton poids à bois, tu vas quand même te dire ah ouais, ça a piqué un peu quand même. Donc, il y a quand même Il y a il y a des des basiques. fondamentaux Ouais, exact. dont tu as absolument besoin. Ça fait partie des trucs, on ne peut pas te l'enlever. Sinon, tu peux pas vivre dans l'environnement dans lequel tu es. Ouais. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez connecté quand même. C'est ce qui fait que bah, c'est ma manière de vendre mes livres et tout ça. Moi, j'ai les réseaux sociaux, c'est par là que je passe beaucoup. Et donc, je suis souvent sur Instagram ou sur Facebook. YouTube depuis une année, c'est quelque chose d'assez nouveau chez moi. Mais je suis super heureux quand je me déconnecte, hein. Quand j'ai rien pendant 10 jours, t'as pas le téléphone, j'enlève même ma montre comme ça, j'ai vraiment plus rien. J'admets que ça manque un peu de temps en temps. T'as envie de geeker 2 secondes Mhm. Ouais. pour juste voir ce qui se passe. Le monde va bien, c'est bon, je peux éteindre. Mais cette cabane, elle est super parce que le réseau passe pas, le téléphone passe pas. Donc c'est super cool parce que elle me permet même pas de pouvoir tricher, tu vois. Ouais. Comment elle s'appelle la Et même, vidéo pour qu'on, si on veut aller la voir? Je la mettrai euh, en description. elle s'appelle Vivre en cabane, je crois, tout Ok, simplement. ok. Vivre en cabane. Bah, tu verras, c'est la seule qui fait 23 000 cas. Ok, ok. Et tes livres, où Les c'est autres, qu'on peut trouver ça? La Grande Traversée sur Amazon, tout Ok. simplement, ou sur mon site internet. Le plus facile, c'est d'aller sur mon site internet pascalpavie.fr. Voilà. P-A-V-I-E? Et PAVIE, ouais, Ok. pascalpavie.fr. Et après, vous avez accès aux livres. Je peux en envoyer sur la Grande Traversée, je peux même en envoyer du coup en papier. Et pour ceux qui veulent pas que un livre parte en avion à l'autre bout du monde, il y a évidemment justement le livre numérique qui a vocation un peu pour ça. Donc n'hésitez pas à l'acheter si ça vous intéresse, si vous voulez partager un petit peu de mes voyages.
Le seul livre qui est disponible en ce moment, c'est La Grande Traversée en livre papier. Tous les autres sont en rupture de stock, donc vous pourrez les choper en numérique seulement. Ok, ok. Ouais. Écoute, Pascal, Ok. je te propose qu'on refasse ça une autre fois, dans quelques semaines ou quoi, parce que j'ai vraiment aimé cette discussion avec toi, mais j'ai l'impression qu'on pourrait parler encore 1 heure et demie, puis là, je dois te laisser parce que je dois aller couper du bois. Enfin, il fait soleil, donc je vais en profiter pour Je partir t'ai sur la pas dit montagne. trop, là. Hein? Quelle heure il est chez toi, là? Il Quelle est heure il est chez toi? 10h15. Ouais, Donc, donc tu t'es levé. Ouais, ouais, non, non, mais il n'y a aucun souci, hein. donc Écoute, il n'y a pas de problème. Écoute, ouais, c'est ça, je pense que les gens Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'espère que les gens vont aimer dans cette discussion, mais je te propose qu'on refasse ça parce que j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder. Et donc, Ouais, je vais te avec remercier plaisir. d'avoir pris ce temps-là d'abord, puis je vais... Moi, je te remercie déjà tout court de l'invitation, hein, parce que moi, je suis très heureux déjà qu'on puisse discuter ensemble, parce que moi, j'aime bien ce que tu fais depuis longtemps quand même. Merci. Donc, c'est avec un grand plaisir que voilà. Et puis, moi, je suis un peu jaloux de toi sur le côté banjo, tout ça. Ah, j'avoue quand même. Là-dessus, t'es fort, hein, quand On a même, hein. tous quelque Là-dessus, chose d'autre, hein. Toi, t'as ah, quelque chose que j'ai pas ah, ah, sûrement, et ouais. là-dessus, c'est un truc que j'aimerais bien avoir chez toi. C'est bien ça, là. C'est ce côté instrument, là. Ouais. C'est super chouette. Écoute, je suis C'est vraiment super mauvais au chouette. Non, mais, banjo. Pour les gens, ils me disent, ah, apprends-nous. Je suis vrai. Si quelqu'un sait faire du banjo, il me regarde jouer, il se moque de moi, hein. Comme quoi, tout est relatif, ouais, tu vois. ouais, exactement. Exactement. Tout est relatif à ses propres compétences, je pense. Mais pour nous, là, ce que tu fais en astro, non, c'est top, hein. C'est top. Non, non, c'est Merci génial. beaucoup, merci Moi, beaucoup. je kifferais être capable de faire des vidéos et puis de poser ma propre instru dessus. Bah non, mais c'est super. C'est top, hein. Mais bon, j'ai pas la patience pour ça en ce moment, donc pour l'instant, non, non, ça sera peut-être pour une autre fois. Et- Bah écoute, y a pas de souci. Moi, je te souhaite une belle journée, hein, parce que désormais pour moi, ça va être une belle soirée. Yes, Et ouais. puis, euh, et puis on peut se recapter. Ouais, ben on va te suivre sur les réseaux, puis je te dis à la prochaine. Et merci encore. Eh, mon petit objectif de Noël, c'était 1000 abonnés pour Noël. Bon, c'est mal barré, hein. Donc si vous pouviez me être 10 ou 15 à faire monter la vapeur hein, sur YouTube, ça Ok, serait pas mal. on va essayer d'aider ton objectif alors. Là, allez, à bientôt. Ciao Salut. Pascal, salut. C'est tout pour nous aujourd'hui, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve vendredi prochain pour un vlog sur YouTube, dans ma tiny house sûrement. Et la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et, comme d'habitude, vive le van, vive le van, vive le van d'hiver. Ciao, ciao.